fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 7e dimension. C'est un épisode de la vérif. On reprend un petit peu les habitudes. On récapitule pour les nouveaux et nouvelles qui débarqueraient ici même. Donc à chaque fois qu'une saga est traitée, on enchaîne de suite après avec 3 vérifs, souvent liés à la saga qui a été traitée. Et le but de la vérif, voilà, j'aime bien le rappeler, c'est récupérer en fait une œuvre, quelle qu'elle soit, voilà, sur un nouveau master, une director's cut, et parler de cette réédition. Donc, ça arrive que ça soit en mode random, et cette fois-ci, il y a une thématique, et la thématique est la suivante. Après cet épisode d'Halloween que vous avez plébiscité, des fois, alors je donne pas forcément les chiffres, mais c'est bien aussi de vous remercier. On est sur une bonne progression sur cet épisode-là. On n'est pas loin de 1000 écoutes complètes. Alors, ça peut faire sourire certains et certaines qui sont habitués à du contenu YouTube un peu putaclic, mais oui, mais là c'est 1000 écoutes, voilà, pas loin de 1000 écoutes complètes sur un épisode de 3 heures, c'est plutôt pas mal, et plutôt bien réparti, à la fois entre, c'est du 50-50 entre YouTube et les plateformes d'écoute, donc merci à vous pour votre retour, et thématique barkerienne oblige, eh ben, les 2 prochaines vérifs sont dédiées à Clive Barker. On commence celle-ci avec Cabal, et la suivante sera sûrement prévue pour le début d'année, où ça sera dédié à Lord of Illusion, le maître des illusions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, alors déjà sachez que qui dit Clive Barker, qui dit Cabal, eh ben dit Cédric. Voilà, donc Cédric, rebonjour, re-bienvenue à toi en ces lieux. Est-ce que ça va bien? Écoute, je suis ravi d'être de nouveau là. Et puis, tu vois, j'ai une nouvelle voix, un nouveau son, et je suis parti pour aborder Cabal avec toi. Et oui, parce que vous ne savez pas, mais Cédric s'est upgradé, il voit plus loin, il voit plus large, il voit plus grand. Et du coup, comme il aime bien les sons de garage, il s'est dit que cette espèce de vibe qu'il a dans les cordes vocales, ce serait dommage qu'on passe à côté. Merci de nous amener cette voix-là dans 7e dimension. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que qui dit Cabal dit forcément le Cabal du Sud, parce que tu nous as déjà expliqué dans l'épisode précédent quel était ton lien avec Cabal, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite passe sur l'épisode que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux et que tu mèneras avec moi, hein. Tu t'es toujours pas désisté, c'est bon, hein, tu es bien d'accord sur cette idée de live stream. Carrément, je serai à tous les rendez-vous que tu vas me proposer. Ouais, c'est top, c'est top. Ben, c'est un peu le côté famille à 7e dimension, hein. Ouais. Donc, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient? Tu connais. Voilà. Toi, tu connais. Voilà. Et nous, à l'époque, c'était toi-même, tu sais. C'est pas la même cam, mais ça veut dire la même chose. Bon, bah, Donc, tu vois, je savais pas cette expression, ça veut dire que je suis pas jeune alors. voilà. Ah non, mais aujourd'hui, il faut. Ah, toi, tu connais, toi, tu connais, toi, tu sais. Voilà. Tu vois, donc voilà. Donc, bref, on n'est pas là pour raconter ce genre de conneries. Donc, tout ça pour dire que je vais expliquer un petit peu l'idée derrière cet épisode de live stream. Ah, ben,
Déjà, c'est de vous entendre vous, chers auditeurs, chères auditrices. Déjà ça c'est, plutôt ce côté, assez sympa. Mais, plutôt que de le faire comme on peut le voir, dans d'autres podcasts ou autres, on va dire vlogs, sur YouTube, plutôt que de faire une espèce de questions-réponses ou autre, bah, c'est un épisode qu'on va mener comme on en a l'habitude, un épisode thématique. Donc, la thématique, c'est vos anecdotes VHS. Donc il y aura une structure, donc avec Cédric, on va mener un peu la danse et on vous invitera à participer à cet épisode. Et bien entendu, j'ai mis live stream, ça sera enregistré dans les conditions du live, bien entendu, mais ça ne sera pas diffusé en live. Alors déjà, pour la simple et bonne raison que Septième Dimension, ça reste un podcast. Voilà, donc et moi ce que j'aime bien, bah, c'est différer sa diffusion, on puisse l'écouter dans le temps, ça c'est la première raison. Et la deuxième, bah, ça m'évitera de faire aussi trop de modération et d'inviter parfois certains haters à des rendez-vous tardifs sur des parkings pour qu'on discute près d'un muret. C'est à peu près ça l'idée. Voilà. Donc, Mm. quelle forme ça va prendre? Bah, ça sera pour ceux et celles qui souhaitent participer. Ça sera sur la plateforme Zoom et ça prendra la forme d'un lien privé. Donc ça veut dire qu'il faudra me contacter en MP, me donner une adresse mail et je vous donnerai un créneau. Donc le créneau, je l'avais déjà annoncé, ça sera entre le 27 et le 30 décembre, pendant que vous serez en train de pleurer sur les mauvais cadeaux de Noël qu'on vous aura offerts, que ce soit de la part de votre famille ou même de gens très proches, hein, votre concubin ou votre concubine, vous pourrez vous défouler sur vos anecdotes VHS avec nous. Voilà. Donc, je communiquerai d'ici, je pense, une quinzaine de jours en expliquant la démarche et vous me contacterez en MP pour participer à cet épisode. Donc déjà, certains se sont positionnés sur le sondage, donc je sais que avec Cédric, on sera déjà au moins 6. Voilà, au moins tu as l'info, Cédric. Donc voilà, on a au moins 4 personnes qui participeront, j'espère, de manière active. Et bien entendu, je le répète, il faudra veiller à avoir au moins alors quand je dis un bon micro, pas un micro de podcast, mais au moins le microphone issu de vos écouteurs. Et si jamais l'audio n'est pas bon, vous pourrez participer dans le chat, on répondra aux réponses, et bien entendu aux questions, et bien entendu les thématiques, vos anecdotes VHS, on va l'articuler selon 3 axes. C'est-à-dire, bah, dans un premier temps, la découverte de la VHS au travers du vidéoclub. Dans un deuxième temps, le côté aussi, bah, j'achète télécassettes et j'enregistre. Et dans un troisième temps, et ben, comme j'ai un magnétoscope et que j'ai de nouveau le vidéoclub, et ben, comment je duplique les vidéoclubs et comment je les pirate. Voilà, je trouve que ça sera un bon exercice de style, voilà, de se rappeler. Et avec Cédric, on amènera chacun dans ces 3 catégories une ou 2 anecdotes. Comme ça, au moins, si vous participez pas, si on a personne, au moins on peut faire l'épisode. Voilà, au moins Ouais, ça ça, c'est dit. ça sent la bonne table de Déviant. Moi, j'aime bien l'idée, tu vois. Et un peu côté club et un peu côté le grand retour de la radio libre. Ça me plaît bien, moi, ce projet. Mais oui, c'est ça qui a, voilà, bon, c'est c'est ce qui me plaît dans le podcast. Et écoute, je suis venu, Cédric, avec une citation, parce que les gens pourraient se dire, mais en fait, il fait pas ça pour la rémunération, il fait pas ça pour la gloire, il fait pas ça pour... Mais pourquoi il le fait? Eh ben, je vais te citer un réalisateur new-yorkais des bas-fonds. Ce nom m'a hanté. Jim Van Beber, qui a Ouais. réalisé un film ignoble qui s'appelle Combat Choc, hein, c'est pire qu'un nécromantique le truc. Et dans un Mad Movies, il avait dit sa phrase, c'était filmer pour moi c'est comme un shoot. Et ben j'ai envie de te dire, et ben faire du podcast pour moi c'est comme un shoot. Voilà. Donc on est un peu à l'image de Jim Van Beber. Donc et ben voilà, transition faite, on referme la parenthèse de cet épisode. Voilà, la suite sera sur les réseaux, bien entendu, et nous allons nous attaquer à Cabal. Voilà, Nightbreed de Clive Barker. Alors Cédric, est-ce que tu as envie d'introduire un petit peu ce projet-là, Cabal, ou est-ce que tu veux que je rentre dans la danse? Dis-moi tout. Si tu veux, moi, je peux en dire un mot de comment c'est venu à moi Cabal à l'époque. Parce que c'est un petit peu comme ça qu'on commence. C'est un peu l'idée. Exactement. Bon, moi, Cabal, c'est un truc que j'ai découvert. Alors, je te l'ai partagé parce que j'ai un peu remis la main dessus. C'était, je me rappelle, hein, j'étais donc 90, j'ai 14 ans, je suis hospitalisé. Hein, j'ai déjà niqué mes ligaments.
et j'achète mon premier écran fantastique qui traite Avoriaz 91. Il y a Cabal dedans. Ouais, qui fait un petit peu, qui partage un petit peu l'affiche avec, c'est quoi l'autre film? L'Expérience interdite, hein, avec les All-Stars de l'époque. C'est vrai Et que c'était top ça. voilà. Et un petit peu tout ça, en fait, il y a tout un tas de bons films qui sont un petit peu annoncés à travers Avoriaz. Et puis, donc, Cabal sort avec quelques photos. Et puis, euh, quand j'ai euh, quand j'ai découvert ça, il y avait une impression, moi, qui m'avait marqué et qui est restée. C'était qu'il y avait un potentiel de bestiaire dans ce film-là, euh, que j'avais jamais vu, à part dans le Star Wars, à part dans les Star Wars. C'est-à-dire, ma dernière référence de bestiaire à ce moment-là, c'était le Retour du Jedi et tous les monstres autour de Jabba le Hutt qui s'agitaient dans un truc. Et là, d'un coup, il y avait tout un tas de mecs qui allaient arriver avec des tronches pas possibles. Et en fait, c'est ça qui m'a marqué. Et il m'a fallu un peu de temps avant de le voir via du vidéoclub. Et je crois bien, hein, c'est un peu comme Hellraiser, c'est pas un truc qui s'est partagé facilement avec des potes, ça a dû être une vision un petit peu solitaire quand même. Bah écoute, c'est déjà, alors c'est fou parce que tu vois, ce genre d'anecdote me rappelle, oui, parce qu'on est issu d'une génération où aussi, comme on faisait de la merde quand on était jeune, forcément on était hospitalisé. Moi, ça m'est arrivé. Mais moi, j'avais une Game Boy, tu vois, à ce moment-là. Donc voilà. Donc le mec, oui, on n'est pas sur un podcast sur le jeu vidéo, mais ouais, ça me parle bien ce genre d'anecdote. Donc, et ben moi, tu vois, contrairement à toi, c'est même pas dans les pages d'un écran fantastique ou d'un Mad Movies, c'est via les Jeudis de l'angoisse sur M6 que moi je suis tombé sur Cabal. Voilà, c'est comme ça. Et tu vois, c'est vraiment époque télécassette. Ouais. Et je me rappelle encore la jaquette et de ce que j'ai envoyé comme toi. Mais tu vois, ça revient à ce qu'on avait dit enfin en tout cas ce que j'avais avancé dans l'épisode sur Hellraiser, c'est que quand je l'avais vu, pour moi, c'était une d'espèce de Tim Burton énervé, tu vois, quand je voyais la jaquette. Et, et bien entendu, je vois des enregistrements d'M6 euh, qu'on faisait à l'époque. Alors pour les plus jeunes qui écoutent, les Jeudis de l'angoisse, c'était une sorte de double programme, enfin plutôt en deuxième partie de soirée sur M6 tous les jeudis. Et on avait droit. Alors moi, j'ai pas connu l'époque. Il paraît qu'il y avait une présentatrice à l'époque. Alors une sorte d'Elvira, je sais plus comment elle s'appelait, qui était liée Ah ouais, non, d'ailleurs à Mad Movies. je me souviens pas. Ouais, il y en a eu une, mais elle n'est pas restée longtemps. Et c'est vrai que, tu vas voir, c'est top, on est déjà dans l'épisode de live stream, c'est que pour avoir une copie parfaite, alors, on va mettre les plots, hein. C'est-à-dire que quand on faisait de la VHS, etc., souvent, quand on faisait une copie de la copie, bon, ben, tu perds un peu en couleur, etc. Et donc, pour faire ce qu'on appelait une copie parfaite, c'est-à-dire qu'on enregistrait le film, on guettait la coupure pub, on coupait l'enregistrement à la coupure pub, on rembobinait à la frame près, et on relançait très rapidement. Tu vois? Ouais, j'ai fait ce genre de truc. Et même, j'avais le vice. Il y avait parce qu'à ce moment-là, en fait, t'avais très peu de support pour te préparer à voir un film. Et moi, ce que j'aimais bien, il y avait une émission de bande-annonce. Mais on est déjà dans le live. Bon, il y avait une émission de bande-annonce sur Canal+, et il te passait les sorties de la semaine. Et moi, je les enregistrais et je faisais un petit peu comme les cassettes que je chopais en vidéoclub. C'est-à-dire, je me mettais des bandes-annonces, après, je me Ah, mettais c'est mon top. film, j'essayais de casser, comme toi, la page pub pour essayer d'avoir un truc le plus net possible. Mais évidemment, c'était foireux en plein parce qu'il te manquait soit un bout du film, soit tu avais des morceaux de pub en trop. Ah, mais je vois très bien le truc, hein, et pour combler sur ton anecdote, parce que c'est très bien, moi j'adore les podcasts quand on part tu vois, en vrille sur autre chose. Quand tu me dis ça, nous, ce qu'on faisait souvent avec Peterson, c'est qu'on essayait de combler aussi, tu sais, sur les cassettes de 180 minutes, de trouver un film, tu vois, qui fait 1h25 pour le mettre derrière, tu vois. Donc Ouais. on faisait des doubles cassettes comme ça. Et cet enfoiré, bah ouais, de toute façon, si t'écoutes ce podcast, et tu le sais en plus, hein, cet enfoiré, il m'avait rentré Scanner de Cronenberg derrière un autre film, donc d'une heure 40. Il me l'avait rentré en 1h20. Et et je te jure, c'est vrai, pendant des années, il m'a fallu attendre le DVD. Pendant des années, et j'ai cru que Scanner commençait d'une certaine manière. Et il m'avait fait tellement ça proprement, c'est-à-dire qu'en gros, le film commençait, moi, dans ma version.
t'avais le générique, t'avais le titre comme ça, et t'avais le vieux mec qui faisait Vous êtes un scanner, mais vous ne le savez pas. Et je me Ouais. disais, putain, c'est des intros comme ça. Enfin, tu sais, je me suis dit, putain, tu sais, C'est un peu brutal, quoi. c'est brut, tu sais, c'est un peu comme le Miami Vice de Michael Mann, tu sais, ça commence direct comme ça. Ouais. Et il m'a fallu attendre le DVD pour comprendre que cette version d'une heure 20 que j'avais avait été tronquée par Peterson et qu'en fait, le film faisait plus d'une heure 40. Donc j'ai découvert en DVD toute une partie au début qui est peut-être nécessaire à la compréhension du film, tu vois. Ouais. Ouais. Et Voilà. j'ai l'impression qu'il t'a marqué sur beaucoup de choses techniques, ce garçon. Ah oui, oui, et surtout, en plus, il me disait, mais, et pas mieux comme ça? Il est plus énervé, tu vois, tu sais, on dirait un producteur. Mais d'ailleurs, ça fait bien le lien avec ce qui est arrivé avec Clive Barker sur Cabal. Donc, Mm. effectivement, moi, je le récupère par les Jeudis de l'Angoisse et je récupère, enfin voilà, moi, je vais te faire le retour que j'avais eu à l'époque. Et je savais pas si je l'aimais ou pas, ce film, en fait. Parce que j'arrivais pas à saisir un petit peu le délire. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était une espèce de Tim Burton un peu énervé, une espèce de film d'action avec des monstres. On sait pas trop s'ils sont gentils, sont méchants. À côté de ça, il y a une histoire de serial killer. Il y a une histoire d'amour. Enfin, tu sais, il y avait ce truc un peu. Voilà, je le regardais, je trouvais cool. Je savais pas pourquoi je le trouvais cool. En même temps, il y a des trucs qui me dérangeaient, je savais pas pourquoi. Voilà, il y avait un truc, et il a fallu quand même, bah, du coup, de développer sa cinéphilie et de comprendre que ce ressenti que j'ai eu par rapport au film, bah, au final, c'est un peu le même qu'a eu l'auteur, parce que le film s'est fait charcuter. Donc on comprend mieux, tu vois, ce genre de truc où tu passes du coq à l'âne et t'as l'impression qu'il y a trois films qui cohabitent à l'intérieur d'un seul et même film. Et ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu sur la version que tout le monde a connue à l'époque, hein, ce qu'on a appelé la version sale, entre guillemets, quoi. Ouais, mais tu sais, euh, je l'avais pas revu depuis longtemps, mais il m'était resté la même impression. C'est-à-dire, c'est un film malade. Et là, bah, pour préparer le podcast, je me le suis maté 2 fois, la vérité. C'est-à-dire qu'il est tellement dans tous les sens que la première fois, j'ai préféré le laisser venir en me disant, je vais le remater une deuxième fois parce que ça va partir en why. Et je me disais, mais comment aborder un objet pareil, quoi. Et en Ouais, effet, mais c'est mal aimable, tu sais pas. Autant Hellraiser, je te disais l'autre fois, il n'y a pas de personnage sympathique, tu sors de là, tu sais pas trop si tu as apprécié ou pas apprécié. Mais là, tu sens qu'il y a un problème, en fait, dans Cabal, mais tu peux pas l'identifier. Donc ta première intuition, elle est très juste, en fait. ouais, il y a vraiment ce côté-là, et c'est rigolo, parce que tu sais, j'avais même pas vu, hein. Voilà, les auditeurs, les auditrices vont le savoir. Moi, sur mon matos, j'utilise mes VHS illustres pour rééquilibrer les tailles d'écran, en fait. Et en fait, j'ai Cabal devant moi, en fait. Et tu vois, il est dans une catégorie, je revois la jaquette. Et même moi, parce que tu sais, sur les télécassettes, t'avais des catégories, le truc était en fantastique, t'avais des trucs. Ouais, je le revois encore. C'est vrai qu'il est difficile à classifier. Et ça expliquera aussi pourquoi ça a été un peu un rendez-vous manqué, du moins en salle à l'époque. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va présenter un peu l'origine du projet. Voilà, on va amener un petit peu des notions un peu plus techniques, tu vois, pour être Ouais. à la hauteur de nos concurrents. Voilà, pour pas qu'on dise, les deux là, ils boivent des coups, ils discutent de films, mais on n'en apprend pas plus. Donc, ce film Cabal, donc, qui sort en 1990, est une nouvelle fois une adaptation par ses propres soins de Clive Barker, de ses propres écrits, donc de son roman qui s'appelle Nightbreed et Cabal, les deux cohabitent, hein, en termes de nom. Et bah, alors comment il se retrouve à la tête, parce qu'on va donner le chiffre, d'un budget de 10 millions de dollars, alors que le premier Hellraiser, ça frôlait le 1 million, donc 10 fois la mise. Eh ben, c'est que le premier Hellraiser, c'est une bonne affaire. C'est tellement une bonne affaire que c'est relayé par tout le gratin en fait du cinéma fantastique à Hollywood, et notamment Stephen King, qui voit en Clive Barker un renouveau du cinéma fantastique, et il se fait approcher par une jeune société qui s'appelle Morgan Creek, et qui vient de produire Young Guns, The Indians, qui a eu plutôt du succès, et qui a produit, tu verras, hasard et coïncidence en même temps, un Cronenberg qui sera salué par la critique, qui est Faux Semblant. Voilà. Et donc, du coup,
Ils approchent Clive Barker et ils signent avec lui un contrat alors, le contrat sera rompu, bien entendu, mais un contrat de 3 films. Et Clive Barker, ben, comme c'est un jeune réalisateur et qui s'est fait la main avec, ben, il veut monter en gamme. Donc c'est un peu le même cas de figure que tu vois les Wachowski, qui passaient d'un 30 millions de dollars avec Bond à un 60 millions de dollars du coup avec le premier Matrix. Donc on veut monter en gamme, et jusqu'alors, en tout cas sur le papier, dès le départ, tout a l'air au beau fixe. Donc, à partir de là, en termes de casting, dans le rôle de Boone, alias Cabal, hein, parce qu'il sera nommé comme ça dans le film, on retrouve Craig Sheffer. Et Craig Sheffer, tu sais, on va reprendre l'expression que j'ai citée tout à l'heure, toi tu connais, moi j'ai remonté une éloge de merde qu'il a fait juste avant. Tu sais, c'est un peu comme les tomates tueuses pour Georges Clooney. Le Ouais. mec a fait un truc, je l'ai pas vu, hein, mais dis-toi bien que quand je l'ai remonté là, il y a même pas une heure, en préparant cet épisode, hein, vous voyez, c'est préparé vraiment à la fine fleur. Le truc s'appelle Rock Aliens. Donc dis-toi qu'avec un titre pareil, moi j'ai envie de voir ça. Voilà, Rock Aliens, ça a l'air top. Voilà. Ce qui peut expliquer le look et la coupe de cheveux de Craig Sheffer dans Cabal. Je pense qu'il sort direct de Rock Aliens. Donc il aura de la reconnaissance un petit peu après, parce qu'il incarnera le frère de Brad Pitt dans Et au milieu coule une rivière. Donc, c'est quand même pas, tu vois, un petit film. Et après, ça part en couille. Et on le reverra, et tu verras que c'est assez drôle, dans quasiment le même scénario que Cabal, mais sans les monstres, pour Hellraiser 5. Le fameux dont on avait parlé, que je t'avais dit que c'était joli, mais que c'était Ouais. chiant et nul. Et on l'aura aussi dans un autre film que je n'ai pas vu, décidément, Craig Sheffer. En fait, il faut que je me penche sur sa filmo, qui est le 3e film adapté des Contes de la Crypte, qui s'appelle Ritual, voilà, que je n'ai jamais pu voir. Alors, je pense que ça peut se récupérer en VHS RIP des Enfers, en doublage roumain, mais je suis pas prêt à franchir le cap. Mais Craig Sheffer, les amis, parce qu'à 7ème dimension, on fait le taf. C'est aussi l'oncle de Lucas Scott dans One Tree Hill, alias Les Frères Scott. Voilà. Donc ça, il fallait quand même le remonter. Voilà. Donc, Ouais, dans le rôle... bah, il a pas mal de séries dans sa filmo un peu. Alors moi, oui, franchement, je l'ai scanné du regard, hein, parce que j'ai fait plutôt, je sais pas approfondi. Mais j'en ferai un petit commentaire après, au risque d'être un peu condescendant, quoi. mais c'est bien, mais vive la condescendance. Tu vas te prendre du coup un commentaire, hein, forcément, hein, c'est sûr, hein. Tu vois, on a essayé de bien prononcer Clive Barker, you know? Voilà, Mm. donc, et pas Clive Barker, voilà. Donc, dans le rôle du love interest de notre ami Boone, nous avons Laurie, incarnée par Anne Bobby. Et Anne Bobby, bon, malheureusement, elle n'a pas fait grand-chose après. Elle a fait un film qui s'appelle Beautiful Girls aussi, que j'ai envie de voir, qui a l'air très sympa, donc très intéressant. Mais avant, elle avait fait Né un 4 juillet. Voilà. Donc, elle avait un 10e rôle dans ce Oliver Stone-là. Dans le rôle de la Némésis, eh ben, une fois n'est pas coutume, c'est très rare d'ailleurs, donc à noter, c'est un réalisateur qui se prête au jeu de l'acteur, et c'est non moins que l'illustre David Cronenberg, comme quoi, tu vois, on en avait parlé la dernière fois, tu vois, avec ce Clive Barker qui reconstruit la chair et l'autre qui la déconstruit, et ben c'est la rencontre. Donc dans le rôle du docteur Philippe Decker, donc voilà, tout à l'heure j'en discutais avec ma compagne et je me suis dit, est-ce que je vais faire des vannes avec Black et Decker ou les choses droites? Est-ce que c'est Decker? Donc voilà, je viens de les placer. Celle-là, elle est bien. Voilà, donc on verra si ça fait son truc tout à l'heure. Donc voilà, David Cronenberg qui s'en sort plutôt bien d'ailleurs. Voilà. Et dans le rôle des habitués, nous retrouvons éloignés des clous et des épingles dans la tête, hein, parce que bon, Mm. ça a bien 2 secondes, hein, ce bazar. Nous avons Doug Bradley dans le rôle d'une espèce de De, mage de nos créatures de la nuit dans le rôle de Lillesberg. Voilà. ouais, le Yoda de Voilà à peu service. près. Voilà. Voilà à peu près le casting des gens connus. Et je vous avoue que j'ai essayé de remonter le casting des autres gens et pourtant j'ai fouillé. J'ai fait du wiki français, du wiki anglophone avec un peu d'IMDb. Bon, les photos de ces gens-là, on n'arrive pas à remettre. Donc,
Ne nous en voulez pas, nous dirons sûrement le monstre à tête de Joker, le monstre à tête de chien. Voilà, donc les gens se repéreront comme ça, donc nous serons un petit peu bas de gamme. Mais tu sais, j'ai eu la même exigence que toi. Et j'ai voulu un peu creuser parce que je me suis dit quand même, c'est des histoires de famille, ces histoires. Et en effet, le problème, c'est que tu retrouves des infos de casting, mais avec des têtes d'acteurs qui sont pas actualisées par rapport, quoi, qui sont actualisées et qui sont pas en rapport avec le moment de l'époque. Donc c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a que du monde hein, dans ce film-là. Hein. C'est Oui, extrêmement compliqué de venir donner une info. Et c'est pas très documenté en fait. Il y a quelques personnages qui sont un peu traités. Je suis allé comme toi, hein. Je suis allé sur des sites anglais, je suis allé voir un petit peu ce que tout le monde avait pu en faire. C'est la pagaille, hein, mais c'est à l'image du film. ah mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne te volerai pas ça parce que c'est très bien, tu as entièrement raison. Du coup, Cabal, dans son titre en version originale Nightbreed, ben ça raconte quoi? Alors écoute, c'est quoi? On va le faire en deux temps. Je vais faire le début et tu prendras la suite. Voilà. Donc, Ok. le point de départ, c'est quoi? Eh ben, nous avons Boone. Boone qui est soudeur. Voilà. Alors, soudeur spécifique, hein, parce que et, on a tendance aussi, tu vois, on parle tu vois, des métiers qui sont mis en avant dans le cinéma. Et c'est vrai que les soudeurs ne sont pas mis en avant. Voilà. Donc, amis soudeurs, nous vous souhaitons le bonjour. Nous vous saluons bien bas. Donc, il est soudeur, mais soudeur auto. Voilà. Et, et du coup, il a sa petite amie, voilà, Laurie, qui chante dans des cabarets, mais alors cabaret plutôt bar, un peu. Alors c'est l'époque, c'est les années 90, hein, c'est un peu comme dans Howard the Duck. Hein. Tu vois, on va aller chercher Léa Thompson de Howard the Duck. Tu sais, c'est un peu une espèce de punk pour les accoutrements, mais un peu de la pop punk, voilà. Il Ouais, chante c'est de dans la les pop, bars ouais. et, eh ben, il a des problèmes. Voilà. Du coup, pourtant, sur le papier, tout a l'air bien, ils ont un petit loft, etc. Il a des problèmes. Et donc, du coup, comme il a des problèmes, il va avoir un psychologue. Voilà. Donc, psychologue, psychiatre, voilà. Pour lui raconter ses rêves. Voilà. Et apparemment, Boone, il rêve de monstres vivant dans un cimetière antédiluvien répondant au nom de Midian. Et à côté de ça, il a aussi des pulsions très freudiennes de meurtre. Voilà. Et ce charmant psychologue a rangé dans la catégorie des psychologues façon Dr. Chanard de Hellraiser 2, eh ben, il nourrit de sombres desseins vis-à-vis de Boone. Et c'est là que je te passe le ballon. Tu sais, je te passe le relais pour la suite des opérations. Ouais, alors c'est pas le moment le plus facile, hein, parce que Oui, c'est pour ça que je te mets un peu en difficulté. ouais, alors le problème c'est que en fait il est manipulé. En fait, tu comprends rapidement qu'il est manipulé par son psychiatre et que il va servir, comment dire, euh, de tête chercheuse pour ce psychiatre d'atteindre ce lieu Midian. Et il va servir aussi au psychiatre pour cacher tout un tas de meurtres atroces qui mènent dans la contrée où ils vivent. Et on va se retrouver à découvrir un monde souterrain d'êtres, de Nightbreed, donc des êtres de la Lune, hein, je crois que c'est comme ça qui se nomme. C'est ça, les Hein, créatures de la Lune ou les enfants de la Lune, voilà. Donc voilà. effectivement. Avec tout un dogme, un dieu, tout un tas de codes qui leur appartient. Donc on a affaire à des monstres gentils qui vont être en proie à des intentions violentes des humains méchants. Et c'est un petit peu un cycle. On va se retrouver dans un cycle qui peut-être avait déjà eu lieu avant et qui va se répéter après. Et notre cher Boone se retrouverait un petit peu comme l'élu d'une prophétie qui viendrait. Alors, est-ce qu'il vient les sauver? J'en suis pas bien sûr quand on voit le final. Quand même. Lui non plus. Lui non Ouais, plus. Mais ce qui peut t'aider, et ça on y reviendra, c'est qu'à l'intérieur du film, il y a un personnage qui, lui, a le scénario. Si tu vois ce que je veux te dire. Et ça, c'est j'ai trouvé ça top en le revoyant. J'ai dit, pour une fois, il y en a un, il a le scénar, en fait. c'est Donc, lequel? C'est lequel pour tu toi? sais, ben, c'est le fameux. Alors,
euh, la version barkerienne du Predator, tu sais, c'est celui qui a cette espèce de dread tresse Ah ouais. et qui lui fait sa première morsure, parce que lui, à la fin du métrage, tu sais, il emmène l'héroïne, tu sais, en bas, il fait, regarde, là, c'est moi qui le mords, là, il se passe ça et tout, je dis top, je dis pour une fois, il y en a un, il a le storyboard, tu sais, Ouais. il a le storyboard. Il C'est s'appelle Péloquin. Péloca, merci, parce que moi je Ouais. me suis perdu. En fait, je vais pas vous mentir, Cédric il a été recruté pour ça. C'est pour combler mes insuffisances en fait. Donc voilà, donc Ouais. Péloquin a le storyboard du film, mais ce petit malin, il le dit qu'à la fin. Voilà. Péloquin, moi, il m'avait donné l'impression de venir directement de chez Jabba the Hutt. Il est totalement dans ce truc-là, avec un petit côté pirate, là, sa petite chemise pirate, son côté cool à l'aise, sympa agressif. Je Ah l'aime oui, beaucoup, ce oui, personnage. il est très caoutchouteux de la dreadlock, quoi, tu vois. Voilà, il y a ce côté-là. Et puis, si ça peut te rassurer, tu sais, le caoutchouc au niveau des dreadlocks, hein, on l'a toujours hein, sur Disney+, avec les séries dérivées d'Ashoka et compagnie, là. Voilà, donc, c'est quand même une affaire qui roule, hein, le caoutchouc sur la tête. Donc, effectivement, voilà à peu près pour le plot. Et parlons dès à présent de la singularité de l'œuvre, c'est que, parce qu'il faut le remettre dans son contexte, parce que ce que tu viens d'avancer est pour les gens voilà, qui sont sevrés au cinéma de Del Toro et Tim Burton, etc., où ils se disent, j'ai presque l'impression qu'on est dans l'île aux enfants, tu sais, les monstres gentils, tu sais, au pays Ouais. des monstres gentils. Mais effectivement, ce côté-là, et c'est d'ailleurs le point de départ de Clive Barker, parce que j'ai remonté un peu des interviews à côté de moi, se tient mon Mad Movies hors série spécial cartonné sur Clive Barker, hein, parce qu'on essaye de pas raconter trop de conneries, et son point de départ, c'était ça. Avant d'écrire le bouquin, c'était vraiment de se dire, voilà, il y a tout un héritage sur les Universal Monsters, etc. Et depuis l'Universal Monsters et depuis le Freaks de Todd Browning, eh ben, on n'a pas remis en avant les monstres et notamment le côté de cette, on va dire, ambiguïté et du côté ben voilà, je suis un monstre, je suis rejeté, etc. Donc voilà, il y a cette volonté-là de Barker d'afficher ce truc-là. Alors, à noter quand même que si le budget est x10, c'est aussi parce que il y a pas loin, alors je parle pas du premier plan, de ceux qu'on voit au premier plan, mais selon le responsable en chef des Cénobites sur le premier Hellraiser qui opère sur Cabal, donc qui est Bob Keane, c'est quand même pas loin de 200 monstres qui sont designés et maquillés, on va dire, de manière complexe au premier plan et de manière, on va dire, un peu plus sommaire en arrière-plan, mais il y a 200 monstres et on compte pas les décors non plus, hein. Mais tout le pognon se voit, en fait. Oui. Tu vois, quand tu parlais du casting, c'est un casting qui coûte pas cher. C'est-à-dire 11 millions, tout est dans les effets spéciaux, les costumes, les décors. Et du coup, moi, je pense que le casting, bah, fallait taper du pas cher. Et la preuve, hein, il n'y en a pas un qui a fait carrière à peu près honnêtement derrière, hein. Ça a été un moment de grâce, je pense, pour eux. Mm, Et Cronenberg, je pense qu'il vient valider une filiation, comme tu le disais, tu vois. Il vient poser un repère pour que le spectateur, il s'y retrouve. Ils savent vers quoi il va à peu près, quoi. Et tu vois, moi, ce qui a été très intéressant, enfin, l'angle que j'ai pris, tu vois, pour cette vérif, hein, cette revoyure, je sais même pas si c'est français de dire ça, c'est que je voulais vérifier un truc. C'est-à-dire que, tu vois, la fois dernière, sur les Hellraiser, on a parlé d'un jeune réalisateur, etc., des obsessions, et on était, en tout cas, tombé d'accord que dans sa mise en scène, je parle pas de la direction d'acteur et des effets spéciaux, hein. Dans sa mise en scène, on était plutôt sur une sorte de huis clos de théâtre filmé. Donc, c'est-à-dire qu'on a rarement de grands mouvements de caméra, à part sur la fin, notamment sur des visions de l'enfer, etc. Mais j'ai presque envie de te dire, tu sais, sur ce monstre volant ou ce truc qui court après l'héroïne, Ashley Lawrence, là, dans les deux portes ouvertes, là, je mettrais ça, alors j'y étais pas, je mettrais ça plutôt sur la seconde équipe, tu vois, sur les responsables des effets spéciaux qui ont tourné le truc, voilà. Et moi, ce qui m'intéressait de voir, en fait, avec Cabal, et notamment dans sa version Director's Cut, c'est de voir un peu le côté de comment j'utilise ma caméra, en fait. Et effectivement, bon, ça glow up un petit peu,
Mais on reste quand même, moi de ce que j'en retiens de Cabal, c'est que c'est les mêmes ingrédients qu'Hellraiser et que c'est vraiment un travail de montage en fait. Voilà, donc effectivement les plans sont shootés, etc. C'est beaucoup du plan rapproché. Et même s'il y a des matte painting, en fait, il y a quand même, ça reste quand même près de l'acteur. Et effectivement, l'ampleur, j'ai pas l'impression. Alors, attention, toute proportion gardée, le film est top, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que en termes de mouvement caméra, c'est quand même assez pingre. Et on sent pas encore un cinéaste. C'est pour ça que euh, je peaufinerai cette réflexion-là sur la chronique de Lord of Legion. On sent pas encore une maturité totale, en fait, sur la gestion d'une mise en scène qui parlerait juste par le mouvement de la caméra. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire Ouais, là-dessus. mais sur Hellraiser, en fait, ils bossent avec une forme de contrainte budgétaire. Voilà, faut un peu poser le truc dans. Ouais, ça bouge pas beaucoup, mais moi, je trouvais que il y avait déjà un style bien classique qui me plaisait bien. Autant là, toi, pour un peu compléter ce que tu dis, moi, je trouve que j'imagine le monteur et je me dis, mais il a dû s'arracher des cheveux, quoi. Il a dû s'en réimplanter et s'en arracher de nouveau. C'est-à-dire, il y en a tellement que c'est cut tout le temps. En effet, c'est très près toujours. Donc, en fait, du coup, des fois, tu te dis, ça manque d'informations. Il t'aurait gagné un peu plus de distance sur ce qu'il a filmé. Tu vois, entre ce qu'il a filmé et un peu plus de distance, on aurait peut-être eu un peu plus d'aération. Et donc, il y a un potentiel de dingue. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le Golden Boy, là, Barker. C'est-à-dire, on lui balance 11 millions et il se fait plaisir, mais il gère pas. Euh, il gère Ah pas ben, de toute totalement le façon, truc. je vais te donner l'information. Il gère tellement pas, c'est là qu'arrive le problème. C'est qu'initialement, le budget était à 7,5. Et voyant en fait tout ce qui se passe, Morgan Creek dépêche deux prods qui vont faire des coupes sévères, mais rajoutent quand même 3 millions de dollars pour boucler l'histoire. Voilà, donc c'est un budget qui est dépassé. Voilà, donc il y a déjà des red flags au tournage à ce niveau-là, parce que même si la caméra ne bouge pas plus que ça, alors quand je dis ça, je vais donner vraiment des éléments spécifiques. C'est-à-dire il y a beaucoup de cinéastes qui vont jouer entre tu vois, de la courte focale pour du plan large en fixe et de la longue focale en pré pour avoir un peu de profondeur de champ. Et j'ai bien fait attention et j'ai l'impression il y a peu de profondeur de champ en fait je pense que c'est beaucoup de la focale fixe et Ouais. voilà, qui change de focale, voilà, et que on va dire que c'est classique, voilà, ça fonctionne. Et ce qui est dommage, et je te le dis parce que c'est ce qui m'avait marqué dans la version plus courte. Je dis pas que la version courte est meilleure, je dis juste que si tu te rappelles le début quand il rêve de Midian, t'as ces plans un peu fous là où ça bouge, où tu Ouais. vois, Ce que tu retrouveras pas dans le film, en fait. voilà, la femelle porc-épic. Ouais. Alors, non, même pas la femme porc-épic. Tu retrouves la femme porc-épic, tu retrouves Péloquin, c'est ça, hein, si je me trompe pas Ouais. sur le. Ouais. Voilà. Tu les vois avancer d'une certaine manière et sur la musique de Danny Elfman. Et putain, l'ambiance est folle. Ouais. L'ambiance est folle. Et Ça t'en promet un max en termes de fric. T'es dans un cirque, tu sais pas si t'es dans une chasse. yes, ouais. Voilà, t'es dans, il y a une sorte de track, une chasse. Et puis même, t'as le titre qui passe là. Et t'es déjà un petit peu dans l'univers, toi, série B. Et ça, tu vas quasiment pas le retrouver en l'état dans le film. Non, et surtout pas dans la scène d'action finale, qui aurait pu être le déluge de ce style-là. Et d'ailleurs, cette séquence-là, elle me fait beaucoup penser au générique d'introduction des Contes de la Crypte, qui a un peu cette ambiance-là, avec cette caméra Ouais. qui se balade, etc. Mm. Et putain, c'est dommage. Il y avait un côté, en fait, tu vois, on est en 90 et je pense que c'est pas anodin. Il y a un côté Sam Raimi, tu vois. Sam Raimi, c'est typique de ce qu'il faisait, en fait, notamment sur Evil Dead 2, en fait, cette caméra qui se balade, etc. Voilà. C'est dommage. Alors, c'est dommage pour ce côté-là. Après, on va parler des autres côtés. Parce que ce qui est assez fou dans ce film, au final, c'est l'imagerie qui est proposée, c'est le bestiaire. C'est le bestiaire et surtout cette thématique, parce que quand je le revois, et je me dis, honnêtement, ça aurait pu être un Tim Burton,
Mais tu sais, un Tim Burton énervé, hein. Comme ça aurait pu être genre le premier film de Guillermo del Toro. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais. Il y a Bon, il y a il y a, vraiment ce côté-là. il y a une filiation. Moi, je l'ai maté l'autre jour avec mon fils qui va avoir 12 ans. Il voulait le voir. Je savais pas Ok. trop, au souvenir, tu vois, si ça allait passer. Parce qu'en vrai, le film, il est mutant. Tu sais pas si t'as affaire à un film d'horreur, sais pas si t'as affaire à un film d'ambiance, un film fantastique, et puis ça finit en film d'action. Bon, bref, c'est passé crème en fait, hein. Et la Mais ça réflexion, m'étonne pas. l'échange que j'ai eu avec lui, c'était qu'on se disait, ben, en fait, cette histoire-là, tu la referais aujourd'hui, ben, ça pourrait pas passer en un film et l'étalerait sur 3 films. Il y en a trop. Hein. Alors, et je voudrais dire à ceux qui nous écoutent qu'en fait, c'est un film. Moi, j'adore ce film, mais je le regarde avec j'essaye de le regarder avec la bonne distance et ce qui me renvoie, tu vois. Donc, c'est un film génial, mais tu peux pas passer à côté de son côté malade, quoi. Non, parce que tu le vois à plein de moments. Il y a des moments, tu vois même les. Et de toute façon, c'est d'autant plus visible maintenant, tu vois, sur des supports comme le Blu-ray. En DVD ou en VHS, ça passait à l'as. Parce que bon, t'avais le téléviseur qui amenait une certaine forme de grain, pour peu que la copie. Bon, voilà. Là, en Blu-ray, c'était un bon écran. Tu vois, je revois le passage qui est dans le bon gros premier tiers du film, fin du premier tiers où tu as Laurie qui va chercher Boone dans Midian. Tu passes d'un plan large avec du matte painting à l'arrière qui est plutôt bien fait, voilà. Ouais. Et puis après, très rapidement, tu es en courte focale avec Laurie qui se balade, tu sens que la lumière est pas la même et tu sens que tu es dans un décor en fait. Et tu passes de portions de décor à un truc plus large. Tu sens par moment que voilà, et puis c'est là où je voulais en venir. Il y a, et c'est dommage, tu vois, le Hellraiser a encore ce côté un peu putride en termes de grains d'image, de lumière que tu as par exemple chez William Lustig avec Maniac, etc. Celui-là, tu es directement dans les années 90 avec une lumière assez uniforme et des couleurs assez chatoyantes. Tu vois, cette Mm. uniformité que tu avais dans les années 90 sur les œuvres. Et ça dénote en fait, parce que le film te propose un discours qui est assez dur en fait, hein. On va rentrer dans le nerf du discours. Te propose des choses quand même assez graphiques. Et tu as cette espèce de lumière typique de ce que tu pourras avoir chez Yuzna en fait. Tu vois, sur un Society ou autre, quoi. Ouais. Et en fait, ça reparle encore du problème d'identité du film. Quand j'ai un peu, quoi, moi, je me rappelle le Souvenir Vidéo Club, euh, le visuel, il te proposait un slasher ici, en France. Mhm. Et quand tu te balades un petit peu sur les visuels, sur les autres pays en international, bah, ici ailleurs, on te proposait du fantastique plutôt. Ici ailleurs, on te proposait autre chose. Euh, et donc, et tu passes le film finalement à chercher un petit peu ton fil conducteur. Un coup, tu plutôt être sur le personnage de Decker, le psychiatre psychopathe là. Tu vas suivre Laurie qui va te permettre d'avancer dans l'exploration de l'univers. Tu vas suivre Boone qui est un peu l'élu, mais il a l'air plus de subir que d'agir. Et donc, le montage te ramène toujours à ça. Et même, on a quelques comiques de situation, des mecs là, tu vois, il y en a un là qui s'est automutilé, là, qui s'est arraché Oui, il dans fait office l'hôpital de psychiatrique. sidekick Ouais, voilà. pour Boone, ouais. Ouais, et il vient, il a besoin de venir commenter, comme tout à l'heure, tu disais, Péloquin, le mec qui a les dreads. Ouais. Pareil, lui, en fait, il a souvent une fonction de venir te resituer un petit peu du bordel, parce que tu as des informations qui vont dans tous les sens. Et en fait, si tu commences à vouloir comprendre ce que tu regardes, je pense que c'est là, cognitivement, tu te fatigues. Donc, ça te réclame de se laisser faire. Et je suis pas sûr, moi, je me dis, c'est un peu un film qui a une aura avec pas mal de fans, des gens qui le protègent, tu vois, dans le patrimoine. Mais en définitive, je suis pas certain qu'il y ait grand monde qui soit en capacité de le regarder souvent, régulièrement, dans l'état où il est, et même s'il a été recuté à plusieurs fois et proposé sur différentes versions. Tu vois, on est déjà dans. Il y a beaucoup de symptômes, quoi, comme ça.
Oui, 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 et surtout que, en fait, et c'est pour ça qu'on en viendra aux différentes versions et à cette version Director's Cut que SC nous a mis à disposition, c'est que tu sentais que dans le film, il y avait potentiellement un grand film. Et le grand film, il est sur les monstres et Midian, en fait. Et sur ce côté-là, en fait. Tout cet univers-là, où il y a toute une mythologie, il est là, le grand film. Et, euh, et c'est vrai que l'autre côté, et ça c'est ce qu'a fait la boîte de prod, hein, c'est-à-dire que à son grand désarroi, euh, même la version Director's Cut de 2 heures est issue quand même de reshoots imposés par le studio pour donner un peu plus d'importance au personnage de Cronenberg, et c'est pour ça qu'il a ce côté slasher dans la version 1h40, parce qu'on a que du Cronenberg. Ouais. Et c'est vrai que ce truc de slasher, bon, pour l'avoir revu, bon, après, bon, les slashers, quand t'en as vu, allez, quand t'en as vu 5, tu les as tous vus. Globalement, c'est toujours le même délire. Et du coup, ce qui fait la force d'un slasher, c'est entre guillemets les mises à mort. Mais tiens, je vais te faire aussi un parallèle sur quelque chose que je chroniquerai l'année prochaine, parce que je laisse passer un petit peu on va dire la hype, tu vois, sur les Terrifier. Là, je suis en train de me farcir, j'en suis au deuxième, hein. Si t'enlèves on va dire tout le côté, bon ben voilà, c'est un film de genre, il fait des entrées en salle, c'est bien pour le genre, etc. Moi je voulais voir un petit peu qu'est-ce que ça raconte en fait, Terrifier, et en quoi c'est différent par exemple d'un Vendredi 13, d'un Freddy, etc. Bon, moi ce que j'ai vu dans le 2, autant le un je comprends. Le 2, alors il y a des qualités hein, filmiques, hein. Je sais pas si tu les as vus les Terrifier ou pas? Ouais, j'ai regardé le 1, le 2, je l'ai pas fini. J'ai, il Bon, y avait quelque chose de trop, des fois de trop long, de pas assez. Bon, bref, mais je vois un peu où tu veux en venir. Mais ouais, ouais, le 3, je suis Ouais, pas ouais, allé. et le 2, tu vois, bon, voilà, le principe des Terrifier, voilà, c'est les mises à mort. Bon, ça, j'y reviendrai dans un autre truc, c'est quand même hard, hein. C'est Ouais, méchant pour être méchant, ouais. et moi, souvent, j'ai un problème avec le côté méchant pour être méchant. Donc, mais ça, je l'analyserai d'un autre côté. Donc, tu vois, t'as ça. Sauf que dans les actions, en fait, de Decker, voilà, alias Cronenberg, bon, il fait des égorgettes à la va-vite, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Tu te Eh dis, ben, bon, c'est un peu le problème de Clive Barker. C'est-à-dire que dans Hellraiser, il nous promet un petit peu du sexe et on n'en a pas. Et là, il nous promet du sang. Et en fait, t'as pas un putain de seul plan qui nous montre l'agression. Tu vois, on est toujours sur du cuté. Alors, est-ce que c'est de l'esthétisme? Est-ce que c'est une façon de s'adresser à un plus large public? Là, moi, j'arrive pas à trancher. Mais t'as pas la cam qui t'est promis. non, non, t'as pas la cam, et surtout, bon, là, tu vois, dans la version Director's Cut, bon, quand il met deux, trois coups de. Bon, le taf au niveau du maquillage, il est fait, mais tu sais, c'est un peu random, et tu sais, t'as ce côté un peu. Tu sais, si t'es de la peur, pendant ce temps à Veracruz. Et tu sais, les moments avec Cronenberg, quand il fait ses meurtres, tu te dis, ah, c'est bon, quoi, enfin, c'est bon, il y a que les personnages qui n'ont pas capté que c'était lui, tu vois. Tu sais, c'est un peu. Voilà, c'est un peu cousu de fil blanc, donc tu sens que c'est rajouté Ouais, au forceps ouais, pour ouais, réorienter le film, ouais. et tu le sens ce truc. C'est-à-dire que t'es dans Midian, tu te dis, ah putain, c'est top, ouais, là je vais en apprendre sur le truc, et là, paf, pendant ce temps, ah, mais on s'en branle, c'est bon, il est dans le bar, là, voilà, enfin, tu vois, voilà, c'est pas, t'as vraiment ce film qui est rentré au forceps à l'intérieur. Je comprends le point de départ de Barker, qui était de dire, tiens, je vais prendre le psy, bon, parce qu'il faut bien un déclencheur pour arriver à Midian, je vais prendre le psy, et je vais faire une comparaison avec les persécuteurs qui ont persécuté les monstres à travers le temps. Et ce mec-là, c'est juste un retour de ses persécuteurs. Ok, ça j'ai pigé. Sauf que ce qu'a fait le studio, en le forçant à rajouter des trucs, c'est nous greffer un sous-vendredi 13 des familles par-dessus un truc qui est top en fait. Et c'est ça qui est dommage. Et, et à la fin, en fait, quand tu fais la somme un petit peu des sujets, bah, il fait le procès de la psychiatrie et de la médecine. Parce que, Ah, il aime pas les psys, hein. ouais, mais même Ça- le médecin là, qui va prendre le pouls un moment dans la prison, bon, moi, un Oui. médecin comme ça, je le consulte pas, hein. Ah, mais c'est clair. Et tu vois, il a l'envergure de, je sais pas, mais pas d'un médecin en tout cas. Mais, Et mais on est d'accord. ouais, il fait le procès de la police.
Quoi, de la police? J'ai envie de dire de la flicaille américaine, des Ouais, des rednecks, rednecks, quoi, hein. hein. Ouais, tu peux y aller, hein. C'est À la redneck, hein. fin, ouais, à la fin, on est là-dedans, hein. C'est le festival du bof, hein, avec la mitraillette, le 4x4 et on va dézinguer du monstre. Il fait le procès. Attends, je me le suis noté parce que je me suis dit quand même, là, je retrouve plus, mais ça va revenir. L'église, hein. Tu peux rajouter l'église Oui, aussi. l'église, ouais, voilà, le prêtre, le prêtre défaillant qui perd sa foi, puis ouais, ouais, l'église en prend plein sa tronche. Donc en fait, les grandes institutions, toutes les grandes institutions, et des médias un petit peu au passage, et encore même pas, non, il effleure le sujet, mais il rentre pas vraiment dedans. Ouais, ouais, il y a tout ce potentiel. Ouais. Moi, en tout cas, sur les séquences où il y a Cronenberg, moi, je les aime bien, ces séquences-là, parce que je trouve que l'atmosphère est bien rendue quand même. Même si en termes de gore et de trash, euh, il y a une petite demi-molle quand même qui se met en place. Ah, mais Euh, c'est assez sage, hein. Tu sais, dans la Director's Cut, là, j'ai regardé le truc, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette scène? À un moment donné, de toute façon, c'est une scène, voilà, tu sais, c'est le moment du podcast où je te dis pourquoi pas. Tu sais, c'est une scène comme ça. Et là, tu vas voir le psy, tu lui donnes des cachetons, l'autre il prend tous les cachetons d'un coup, tu sais, il est ouais, complètement ouais, flingué, tu sais. ouais. Il est complètement flingué, il rentre chez lui, attends, écoute-moi bien. Tu sais pas trop, il fout le feu. Feu, on sait pas s'il a rêvé ou pas, hein, peu importe, hein, on s'en fout. Et là, tu le vois en train de regarder son plumard et il s'imagine en train d'être avec sa meuf En et ils slip. sont tous les deux en... Lui, il a un calbut blanc, elle une culotte blanche Ouais, et il fait un petit rictus. Je regardais cette scène, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire là? ouais. Tu vois? Donc, j'avais l'impression, tu sais, ça va faire rire les auditeurs, j'avais l'impression que c'était Gandalf qui regardait les hobbits à la fin du Retour du Roi, là, tu sais, c'est qu'ils sont sur le plumard, là. Je me suis dit, mais, je dis, mais c'est ça, l'érotisme du truc. Ouais, Je ouais. dis, mais, Le slip oh, le blanc, bordel. le petit slip blanc, puis le soutien-gorge hein, aussi, hein, parce que Ah du oui, oui, coup, non, mais je voilà, me on suis a. dit, mais là, Mm. c'est. Je crois même que c'est moins dangereux qu'un Hollywood Night de la grandeur sur TF1, si tu vois ce que je veux te dire. Et ben moi, tu vois, parce que comme je l'ai maté 2 fois, bah, ça m'a permis de regagner un petit peu en recul. Et j'ai eu cette impression que ce qu'il dénonçait, à travers l'Église, l'institution, les prêtres défaillants, les psychiatres toxiques et manipulateurs, que finalement, dans sa contre-proposition de nous dire, bah regardez, il y a des frics et ils ont eux-mêmes leur organisation, leurs croyances et leurs dieux, mais en fait, il reproduit la même chose, c'est-à-dire, tu as un prêtre qui est Iceberg là, t'as un dieu. Iceberg, Lil Iceberg, pour une fois que j'ai noté un nom, je te le donne. Voilà, t'as un prêtre, t'as un dieu. Le mec, Oui, il arrête pas de te faire Baphomet. référence à des lois. Et dès qu'il prend la parole, il te dit la loi, la loi, la loi. Ouais. Ils ont tout un jargon qui fait quand même 13 institutions. T'as pas beaucoup le droit d'en sortir. Et donc finalement, la contre-proposition ressemble drôlement à ce qui est dénoncé. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, il y a ce truc-là. Mais là où je vais en rajouter une couche aussi, c'est que tu vois, sur cette dénonciation aussi, il y a, et c'est pour ça qu'on aime, je pense, toi et moi, c'est pareil, le cinéma fantastique, c'est pour les messages qu'il y a à l'intérieur, que t'as pas voilà, dans la série A de manière générale. Et là, le message, il est très clair. Il est beaucoup plus clair que dans Hellraiser. Et je pense que ça sera la seule fois dans sa filmo où ça sera aussi clair. C'est-à-dire que là, Barker parle de lui, en fait. C'est-à-dire que là, les monstres, en fait, c'est ce qu'on appelle la différence. Et donc, Mm. il explique bien que, tu vois, dans ce que j'avais soulevé, tu vois, par exemple, par rapport à la communauté gay, que toutes les institutions sont contre. Donc, il y a vraiment, je pense qu'on pourrait qualifier ce film comme l'un des premiers films à traiter, en fait, de l'exclusion, voilà, d'une communauté par rapport aux institutions. C'est pour ça qu'il Mais tape dessus très très fort. Mais tu sais quoi, je suis totalement d'accord avec toi et je me l'étais noté parce que ça faisait aussi référence à moi, mon parcours professionnel, tu vois, des choix que j'ai faits, c'est-à-dire l'idée d'aider les personnes qui sont vulnérables. Mais quand tu es vulnérable, la question c'est que tu es vulnérable de quoi? Bah, tu es vulnérable de la puissance institutionnelle et de la normalisation. C'est un peu ça la vulnérabilité souvent. Et
Et en fait, Barker, là, il apparaît un petit peu comme c'est un sale gosse. Moi, j'ai l'impression que c'est un sale gosse avec un haut potentiel, mais qui en fait pas un truc euh, qui arrive à combler et à faire et aller au bout de son intention. Et en effet, les frics, ouais, c'est des vulnérables. Ils les traitent comme ça. Même quand tu les vois dans la bagarre finale, putain, mais tu te dis, les mecs, ils sont immortels. Ils ont des tronches à pas traîner la nuit avec eux, mais ils sont incapables de se défendre. Non, non, ils sont incapables et c'est là que la Director's Cut elle rééquilibre un peu tout ça, où on voit plus le côté leader de Boone. Mais effectivement, comme tu le dis, bah, ils se battent pas forcément et c'est là où le film pêche un petit peu. Alors j'imagine que c'était prévu, on va dire, dans les versions plus longues, on y reviendra aussi sur ce côté, donc il y a 4 versions du film. Mais c'est vrai que t'as pas trop les règles en fait. Donc c'est-à-dire que tu comprends des choses par l'image, mais le background des monstres, leur fonctionnement, des fois, bon, c'est un peu aléatoire. Bon, Mm. tu vois, moi, je revois cette scène, tu sais, j'ai regardé le truc, j'ai dit, oh là là, c'est vraiment les années 90, ça. C'est-à-dire, t'as cette espèce de meuf, là, qui a pris sous son aile une petite fille qui, quand elle est dehors, elle se transforme en espèce je sais pas, de clébard, enfin, de chat, là, tu sais, les chats égyptiens, là, cette espèce de Ouais, chat égyptien sans ouais. poil, là. On dirait Voilà. la créature qu'il y a dans Harry Potter, là, un petit peu. Voilà, bah, je pense qu'ils ont dû pêcher là-dessus, hein, ça c'est sûr, hein. Et du coup, elle fait de la fumée. Et c'est très drôle, parce que quand ils vont là, alors pareil, il y a des règles aussi, tu les comprends pas trop. Des fois, tu crois qu'ils peuvent pas sortir parce qu'ils vont mourir, mais des fois, ils peuvent sortir, mais ils ont une voiture, enfin bon, bref. Tu sais, c'est un peu comme Robert Pattinson, qui dans les Twilight, tu sais, il se promène le jour parce que le ciel est couvert, tu vois. Tu vois à peu près l'idée, quoi. Tu vois, tu sais, on s'arrange un peu, tu vois. Et ils vont dans la prison, et puis la meuf arrive à poil. J'adore le truc, tu sais. La meuf, je dis, ah ok, alors donc en fait, il est où le pouvoir, c'est quoi? Je comprends plus. Et donc Mm. elle voit un des flics, elle lui roule une galoche, puis il a de la fumée dans la bouche. Et tu sais, j'ai regardé à ça, je dis, faut arrêter de se poser des questions et prendre le truc comme il vient, quoi. Voilà, donc voilà, parce que tu vois, si tu commences à réfléchir sur le fonctionnement, Ça l'autre, marche pas. t'en as un, il a un bide. Donc t'as deux trucs qui sortent. Alors déjà ça c'est très compliqué quoi, tu vois. Il y a des trucs qui sortent, qui se mettent autour du cou pour aller après ponctionner des yeux. Ton pédoquin, il s'énerve, il court, il mord, mais il mord pas à la fin. Pourquoi? Pourquoi lui Et il puis, mord pas alors que... et lui, il se transforme. Il a le visage qui bouge. Hein, il se transforme en être un peu plus agressif. Et il sent Voilà. l'innocence. Lui, il a un pouvoir. Il sent l'innocence. Il sait qui Le est méchant, diable, qui ne l'est pas. l'espèce de diable qui a un bomber, on dirait qui sort de Teen Wolf là. Et ben, il a des cornes, mais il en fait rien. Il met des petits coups, on dirait qu'il sort d'un film de kung-fu asiatique. Voilà, tu Ouais, sais pas. ouais. J'ai regardé le truc. Le prêtre, en fait, il a des stries sur le côté là. Et en fait, il a des yeux à l'intérieur. À quoi ça sert? On ne saura jamais. Ça, il y a plein de trucs comme ça qui sont balancés. Et Alors, puis, j'ai noté quelques vas-y. règles. Je te l'ai dit après. Vas-y, finis et je les Et reprends après. puis, tu as les Stromons du bas Ouais. qui ressemblent à s'y méprendre à des Craignos Monsters issus de transmutation et tout ça. Tout ça est quand même un joyeux bordel, hein. Clive, Ouais, si tu nous écoutes, quand ouais, même, on ouais. est quand même sympa, hein, parce qu'il faut suivre, hein. Ouais. Alors les monstres là, les gros là, les méchants là, ceux qui libèrent de la prison, putain, quand tu les vois avancer, tu sens les mecs qui galèrent et qui sont en Ah train de oui, attends, suer attends, 20 attends. litres de Mais sueur là-dessous quoi. et il y a des sous, hein, parce que le film il pivote, hein. Ils se font tirer au bazooka par les rednecks, hein. Ça rigole Ouais, zéro, ouais, hein. ouais. Alors moi j'ai noté quelques règles parce que sur la deuxième vision, j'avais envie un peu de comprendre et pas forcément de résoudre, mais de comprendre un peu. C'est bien, Cédric, t'as fait le taf. On sent que t'as fait Voilà. le taf. Donc il y en a qui peuvent mourir par le soleil, il y en a qui peuvent mourir par balle, Ok. et puis je crois qu'il y en a qui peuvent mourir par le feu. Euh, Ensuite, par exemple, la petite, la Babette, c'est le nom de la gamine, Mhm. de cet enfant. Donc moi, j'ai pas trop capté pourquoi il y avait un enfant là-dedans. Donc elle a Et elle a un pourquoi pas, pouvoir. hein? Oui, 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 parce que, attends, on en a deux autres. On en a quelques autres qui sont intéressants quand même. Donc Babette, c'est un enfant qui montre le passé. Ils le disent, hein, et qui montre.
c'est elle qui va Ah ouais, c'est montrer une vrai, elle monte le séquence passé. Putain, d'inquisition. accroche-toi, mec. C'est elle qui nous renvoie sur l'Inquisition. Et là, tu sais, on voit des mecs torturés avec des grilles sur le visage. On les voit déplacer des crânes qui sont Et sur même. la bite aussi, il me semble. Je pense que les grilles, ouais, c'est très martyr avant l'heure, le truc, quoi. Ouais, et on voit un crâne comme ça, il est vachement esthétique, il est très beau, tu vois, il le déplace, et il Mhm. est pas vraiment humain parce qu'il est très allongé, mais il me faisait penser à un délire à la Predator un petit peu, ça m'a un peu renvoyé vers ça. Il y a des trucs bizarres aussi dans le monde souterrain, c'est qu'on voit des serpents. Alors j'ai pas capté pourquoi il y avait des serpents. En vrai, Parce ils que le avaient rien, mec, ils avaient avec un peu. ces trucs qui sortent du bide, là, il collectionne les serpents. Enfin, Ah, j'ai d'accord, c'est compris. lui. On a le petit gars chauve qui a une sorte de collier en plumes, qui parle Ouais, pas, un ouais. peu muet. Lui, il a un chien. Ouais, il a un chien, mais attends. Le mec parle pas, mais parle à la fin. Tu sais, j'étais là, Mais mais pourquoi? Pourquoi? il y a le type avec une tête de lune. Alors lui, on le voit beaucoup esthétiquement, il a un repère, tu vois, il te permet. Ouais. Mais j'ai pas compris quelle était Putain, trop sa il plus-value. a un menton, mec. En plus, il s'en était servi là pour mettre des coups de menton. Là, je pense qu'il en aurait dégommé deux, trois là. Ouais. Alors ouais, lui, il te fait un double frontal, tu vois. Ah Menton ouais, il y a front, moyen, ouais. menton front. Il y a cette meuf oiseau. Alors, comme je te disais, je l'ai vue avec mon gosse. Et puis à la fin, quand on débriefait un petit peu, qu'on partageait un petit peu le truc, ce qui était ressorti. Et moi, c'était aussi un truc qui m'avait happé quand j'étais jeune, que j'avais découvert à travers les magazines et puis après que j'avais vu le film. C'était cette meuf avec ses épines dans le dos, un petit peu hérisson là. Ouais. Elle est Euh, top, hein. C'est un ouais, maquillage de ouais, ouf, hein. ouais. Il y a des trucs très esthétiques. Là, tu sens que c'est travaillé, tu vois. Ils sont pas tous forcément en fait travaillés au même niveau. Et donc, je m'étais noté un petit peu des règles. Donc, a priori, de ce que j'ai capté, de ce que j'ai compris, c'est que ce sont des êtres qui ont une vie éternelle, mais qui ne sont pas immortels. Alors, Oui. c'est là où ça se tord un Et petit j'ai peu. envie de te dire, comme diraient nos amis de Bretagne, eh ben on n'est pas rendu avec ça, hein. C'est ça, ouais. Et puis, alors moi, il y a un truc que j'ai pas capté, c'est ce gars-là qu'on rencontre dans un premier temps dans l'hôpital psychiatrique, qui va Oui, s'auto-mutiler. Et ce oui, type-là arrive avant Boone oui. à Médiane, et il est super à l'aise, hein, tu sens qu'il a installé, il a Ouais, il fume tué des déjà clopes. Il poteau. fume des clopes. Il casse l'ambiance en plus pendant les C'est intronisations. clair. Mais il est super à l'aise. Tu sens que lui, en fait, il est là pour un peu t'expliquer les règles. Il ricane parce que Boone, bon, il n'a pas beaucoup d'envergure. Il manque un petit peu de charisme quand même, hein. Comme Et je te ouais. disais, moi, je trouve qu'il subit un petit peu l'échelle du bordel. Et ce type-là, il est tout le temps derrière Boone. Finalement, c'est la main active de Boone. C'est-à-dire Oui. ce que devrait faire Boone, c'est lui en mode cow-boy, lunettes de soleil, Il a un clope-bec qui va le chapeau faire. et il a même une bagnole, hein, ce qui est très Ouais, utile à un moment donné. ouais. Et tu vois, et en revoyant le film même, il y a la bagnole, il y a des monstres que j'avais gardés dans mon imaginaire, un petit peu dans ma culture bestiaire globale, mais que j'avais pas situé que ça venait de Cabal. En fait, j'ai redécouvert qu'il y avait une sorte de créatures repérées dans le parcours cinéphile, et que j'avais oublié que ça venait de Cabal. C'est Ben assez ouais, rigolo. mais parce que on va pas se mentir aussi, ça marque la rétine, hein. Voilà, là, on rigole parce qu'on se marre, parce que c'est un peu le but aussi. On fait ça en mode détente, mais c'est vrai que ça marque la rétine. Et c'est du gros travail de maquillage qui va influencer d'autres personnes derrière aussi, hein. Donc tu vois, par exemple, celui que je t'ai dit là, qui sort de Teen Wolf là en mode diable. Quand tu vois un peu le look, même si c'est pas la même couleur, ça fait penser à Tim Curry aussi dans Légende de Ridley Scott. Donc tu sais, il y a un peu Ouais, des influences, tu vois, les uns influencent ouais, les autres. ouais. Mais moi, je vais te faire un off qui m'a fait rire, parce que tu sais, j'ai regardé le film hier, et je vais raconter un truc qui est assez drôle. L'un des derniers numéros papier de 7ème dimension, tu sais, je faisais des dossiers souvent thématiques pour mettre des films à l'intérieur, mais des dossiers à la con. Et j'avais fait un dossier qui s'appelait Ils vivent dans les égouts. Donc on prenait des films où il y avait des gens dans les égouts. Du Ouais. coup, tu pouvais avoir le Punisher, comme tu peux avoir les Tortues Ninja, t'avais Chud. Et putain, je regarde le film hier, et je me dis, putain, j'aurais pu mettre Cabal, parce que finalement, il y a Ouais. une évacuation et une plaque à Midian. Donc ils vivent plus ou moins dans les égouts, les mecs aussi, hein. Donc tu vois, j'aurais pu rentrer le truc. Et tu sais, dans mon délire, quand je regardais,
Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu as Laurie qui visite, en fait. Parce que Laurie, cette visite qu'elle a, parce qu'il y a une fonction aussi au personnage, c'est pour permettre aux spectateurs de découvrir Midian. Et je me suis amusé à réfléchir, et tu sais, tu les vois tous dans leur scène, tu vois. Tu vois, par exemple, Péloquin, il attend dans un angle. Voilà, c'est Ouais. ce qu'il fait à peu près. Voilà. Ouais. Ouais. Ensuite, Tu te dis, t'as, putain, t'as, s'il passe la journée à faire ça, il doit se t'as, faire t'as- t'as chier à un compris, moment. t'as compris. Je me suis dit, alors déjà d'une, c'est un squat. Ouais. Il pourrait ranger un peu, quoi. Et de deux, je me suis dit, ça fait 1500 ans qu'ils sont là, ils doivent se faire royalement chier, parce que l'autre, il appuie contre un mur. Tu sais, c'est Jay Silent Bob, quoi, tu vois. Il est là, il passe sa vie contre un mur, tu vois. Donc, non, Ouais. c'est, voilà, ça Ouais. m'a fait rire. Et j'ai surtout eu beaucoup d'empathie pour les Stromons du bas, parce que Ouais. eux, ils sont enfermés Ouais. depuis des millénaires, tu vois. Et ils vont mal. Ils vont pas bien. Ah non, ils vont pas bien. Mais attends, t'imagines, toi, déjà, bon, Et puis, dans le même côté des moches, c'est les plus moches, déjà. Bon, voilà, déjà, ils doivent être énervés rien que pour ça. Mais bon, laisse tomber, quoi. en fait, c'est comme si, euh, au plus t'es monté dans l'échelle des monstres, au moins t'allais bien. C'est parce que le dieu, quand même, Ouais, il est en. le dieu, il a mal un peu quand même, hein. Ouais, il est. Bah déjà, il a pas beaucoup il a pas beaucoup d'espace dans son mouvement, tu vois. Ouais, Il a ouais, le- il est un peu limité. Ouais. Ouais. Ça fait très la forteresse noire, tu vois, de Michael Mann, Ouais, ouais, ce ouais, truc, carrément, ouais. ouais. Ouais, mais pareil, il y a un esthétisme fabuleux, hein, super intéressant. Mais lui, pareil, il est au troisième sous-sol. C'est, Et puis en plus, c'est un petit bâtard. Je sais pas si t'as capté. Tu sais, il veut qu'on l'aide et tout. Le prêtre, il arrive. Tu sais, il fait une espèce de petit rictus pour lui balancer son. On sait pas trop ce que c'est là, sa potion ou je sais pas quoi au visage pour le cramer. Il ouais, fait des vannes comme ça. l'eau bénite de service, là. Ouais. Ouais, ouais. Cette Mm. espèce de petit bâtard là. Il le crame comme ça, c'est gratos. Tu vois? Ouais. Oh, je pense que, moi, je me demandais un petit peu ce prêtre, justement, parce que lui, c'est un prêtre, quoi, un peu dysfonctionnel. Il est Bon, un il est un peu peu dans. alcoolique. Bon, ça Ouais, va, il voilà. y a pire, hein. Il est un peu. Il serait prêt à suivre Descartes. Je sais pas, tu vois. Tu les vois pas ensemble, mais tu sens que ça peut aller dans le même chemin, un petit peu. Et puis à la fin, ouais, en fait, je comprends pas trop la solution, sa destinée. Donc il est dévisagé, mais il est pas mort. Il s'est Mais pris l'eau bénite, tu vois. je pense que là, tu vois, il faudra appeler Péloquin, parce qu'il doit avoir un storyboard qu'on n'a pas eu le temps de voir là-dessus. Mais globalement, je vois à peu près où va en venir Barker, mais je pense qu'il nous manque des scènes, honnêtement. Il nous manque des scènes, et en gros, je vois la thématique, comme c'est un prêtre qui a perdu la foi, il a besoin de tutoyer, parce qu'il y a cette descente, hein, c'est très faustien, hein, de descendre aux enfers, pour se trouver une raison d'être, et sa raison d'être, c'est quoi? C'est d'avoir une némésis. Et le fait que cette némésis soit les monstres, bah, ça lui permet de recroire en Dieu à nouveau. Tu vois un Oui, en peu fait, le... il trouve un nouveau dieu. Ouais, c'est vrai, Voilà, ouais, c'est ça. C'est une reconversion. Voilà, mais bon, Il change il change d'église, quoi. on a un peu rajouté des choses à l'intérieur. Bon, là, on va en venir aux différentes versions. Bon, Ouais. déjà, je tiens à remercier chaudement ESC de nous avoir mis à disposition ce Director's Cut. Voilà, on va en parler en fait de l'histoire de ces versions. Donc, avant de rentrer dans l'histoire de pourquoi on a un Director's Cut, on va donner les différences. Donc là la version que je chronique et qu'on chronique, c'est la version de 2 heures, très différente de la version d'1h40, parce que ça se finit pas de la même manière, et surtout il y a des rajouts. Mais malgré cette version de Director's Cut, on a quand même, ce que tu as dit, des moments, comme voilà, le sidekick de Boone qui se téléporte. Boone a aussi tendance à se téléporter, hein, voilà, d'une scène à une autre. Ouais. Et c'est vrai que, bon, il faut s'accrocher quand même, à un moment donné. Et puis le pivotement, même si c'est un peu mieux amené, entre Boone qui subit et Boone qui devient Cabal le leader, c'est un peu mieux amené. Bon, c'est quand même coupé à la serpe, tout ça. Voilà. Par contre, dans les ajouts euh, qui sont inestimables pour cette version, eh ben, c'est que cette version de 2 heures, là où je le disais tout à l'heure sur la version d'1h40, bon, ben, on sait pas trop si c'est un slasher, etc. Là, on sent quand même l'hommage à Fricks, on sent cette tendance vers les monstres, et on y gagne. Pourquoi on y gagne? Parce qu'on y gagne de la mythologie sur les monstres, sur le côté, sur ces flashbacks.
plus long sur l'Inquisition. On a des scènes aussi en stop motion. Tu vois, tu en parlais tout à l'heure de Clive Barker, du sale gosse. Ben, le problème aussi de Clive Barker, c'est que il a eu l'estomac un peu grand. Voilà, donc il y a du stop motion. C'est vraiment des hommages, il le dit, à la cantina de Star Wars, etc., mais version plus diabolique, entre guillemets. Donc il y a dans cette version de 2 heures, il y a un vrai plaidoyer du coup, pour les monstres, donc pour les enfants de la nuit. Et surtout le final est intéressant, c'est-à-dire que dans la version d'origine, voilà, bon, désolé si on spoil, bon, en même temps, on traite d'un film de 90, hein, les amis, hein. Donc, globalement, dans la version de 90, ça se finit. Bon, notre ami Boone, c'est pas trop un leader. Et surtout, tu as Decker, qu'on imagine être ressuscité du coup à la fin, pour une suite éventuelle. Donc, on a toujours ce côté slasher. Là, pas du tout. Lui, il est bien mort. Et on a quelque chose de plus poétique, de plus beau. Et surtout on a ce côté que moi j'aime bien, qui est. Eh ben, parce qu'on y gagne, hein, sur l'histoire d'amour, qui est Ouais, qu'on a un côté un peu Roméo et Juliette à la fin, que lui lui dit, bah, moi, ma nature, c'est ça. Donc il y a aussi cette thématique, hein, de la dichotomie de Clive Barker, de dire, bah, d'embrasser sa vraie nature. Donc on a quand même cette histoire d'amour hétéro, pour le coup, où il dit, bah, voilà, moi, j'embrasse ma vraie nature, et elle, pour le suivre, se sacrifie pour qu'il la morde. Donc ça fait, euh, ça fait du lien avec le mythe vampirique aussi, donc ça convoque plein de choses. Et avec, oui, bon, tu l'as dit, même si c'est poétique, avec ces pauvres survivants qui l'attendent dans une grange. Et ça finit avec un morceau du storyboard de Péloquin. Voilà, où on voyait déjà le truc. Parce que Péloquin savait tout déjà. Donc ouais. j'ai envie de te dire, c'est comme dans Prison Break. Fallait peut-être retrouver le tatoueur de Michael Scofield. Ben là, c'est pareil, il fallait aller voir le truc pour comprendre le film. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que le final, mais dans le final, encore une fois, Boone, il tranche pas. C'est elle qui prend l'initiative, tu vois, de se donner, elle se donne les moyens de le suivre dans son truc de frics. Et le Decker, là, le psychiatre, est-ce que je reviens un petit peu là-dessus, hein, mais c'est vrai, on l'a perdu de vue. Moi, je me demandais, en C'est bien que fait, tu nous le remettes d'aplomb. ouais, Désolé, il fallait que je la place. non, mais c'est quoi sa motivation à Decker? Et la version longue le résout pas vraiment non plus. Un peu C'est-à-dire, plus, mais c'est pas encore très clair. voilà, est-ce qu'il veut juste tailler du monstre pour se faire plaisir avec sa collection de couteaux? Bah, il a une belle collection de couteaux. On a un joli plan. Il en a collectionné quelques-uns sur la table. Tu vois. C'est Est-ce qu'il, est-ce important d'être bien équipé. Voilà. Et est-ce qu'il veut juste se payer du monstre ou est-ce qu'il a envie de l'intégrer, cette communauté? Moi, j'ai pas Et compris ben, ça. dans la version Director's Cut, c'est un peu abordé. Donc déjà thématiquement, donc j'y reviendrai sur les autres versions, parce que dans les versions plus longues, hein, qui ne sont pas la Director's Cut, hein, qui est le Cabal Cut et l'Ultimate Cabal Cut, il y a des plans où on voit qu'il y a une dissociation de la personnalité, pour lui, il considère que le masque a une vie propre, un petit peu comme, tiens, on va donner un exemple, un petit peu comme la Némésis de Spider-Man, le bouffon vert, là, où il se regarde Ouais. dans un miroir, où l'acteur se regarde dans un miroir. J'ai perdu son nom, voilà, j'ai perdu le nom de l'acteur, est-ce que tu peux m'aider? William Dafoe. Voilà, merci bien. Donc, où, tu vois, il se parle à lui-même, un peu comme Gollum aussi, voilà, donc il y a ce côté-là. Ça, c'est dans le Cabal Cut et l'Ultimate Cut. Alors, je les ai pas vus, j'ai remonté l'info. Par contre, dans la Director's Cut, ce qu'on comprend plus, c'est qu'au final, il est obligé de mettre un masque pour être un monstre. Là où les monstres sont déjà des monstres, mais sont bons à l'intérieur. Tu vois l'opposition? Ouais, 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 oui, ouais, ok, ouais. Oui, oui, je comprends. Et, et, je, Pourquoi pas? et je pense qu'ils les détestent parce que eux, ils assument pleinement qui ils sont. Et parce qu'ils assument pleinement qui ils sont, eh ben, il veut les tuer parce qu'il ne pourra jamais les intégrer. En fait, je pense qu'il est là le truc, qui doit être un peu plus creusé dans la version longue. Ouais, ouais. Tu sais qu'ils ont, je crois que c'est en 2018, il y avait des infos qui étaient tombées. Ils voulaient faire une série de Cabal. Il y avait un projet, en tout cas, il y avait une tentative peut-être de sonder si ça intéressait du monde, mais ils voulaient en faire une série. Ah ben, je vais te dire un truc. Apparemment, c'est toujours d'actualité. Donc, j'ai envie de te dire, ça va à un rythme, ça va très lentement. Mais j'ai remonté les infos.
c'est effectivement toujours d'actualité, hein. Ouais. Donc, et à la surprise générale, on a Morgan Creek qui avait sabré le bébé, qui est derrière. Et on a des réals, etc. Parce que dans la volonté initiale de Barker à l'époque, il voulait en faire une trilogie de Cabal. Bon, effectivement, ça l'a un peu calmé. Alors déjà, d'une, le sabrage et les reshoots, et surtout, parce qu'on l'a pas dit, budget de 11, le film est plutôt bien exploité sur le parc américain, 1500 salles. Alors aujourd'hui, un film est exploité sur 4500, 1500 c'est quand même pas mal. Bon, ça rapporte que 6 millions. Donc, Ah ouais. mise de 11. Bon, après, ça récupérera, ça fera du bénéf dans les vidéoclubs, parce que les trois quarts des gens qui nous écoutent et nous-mêmes, enfin, en tout cas, on l'a pas vu en salle, donc, ni en festival. Donc, on l'a vu par la VHS. Donc, ça fera son beurre comme ça. Mais effectivement, il avait cette volonté-là, et il est toujours d'actualité d'en faire une série. Bon, voilà ce qu'il en est dit. Maintenant, on verra si ça se fait. C'est toujours la même histoire, hein. Donc, alors, comment on arrive à ce qu'il y ait 4 versions du film? Alors, tiens-toi bien, prépare-toi. Donc, nous avons parlé, parce que faut se mettre bien, nous avons parlé de la version salle, qui a été la version qu'on a connue, et je peux même te donner la date, jusqu'en 2012. Voilà, donc version d'1h40, que le cinéaste a renié, gna 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 gna. Ensuite, en 2012, nous avons le Cabal Cut, et j'expliquerai la spécificité du Cabal Cut qui débarque et qui fait 2h25. Voilà. Entre-temps, Scream Factory, en accord avec Morgan Creek, édite la version initiale de Barker, liée au reshoot, qui fait 2 heures, celle dont on a parlé. Ouais. Et en 2016, la personne qui s'est occupée du Cabal Cut a livré un Ultimate Cabal Cut de 3h19, mon ami. Oh putain. Bon, alors, reprenons les choses dans l'ordre. Donc, et c'est pour pas vous spoiler les contenus qu'il y a dans le magnifique Blu-ray édité par ESC et aussi dans le bouquin de Mad Movies que si vous n'avez pas récupéré, il faudrait que vous appreniez des choses aussi. Donc globalement, un fan qui s'appelle Russell Sherrington, voilà, rencontre Clive Barker dans des conventions, etc. Et bon, ils se lient d'amitié et par un heureux miracle, voilà, donc Clive Barker lui file des VHS, voilà, il récupère des VHS, Clive Barker. Et alors tu vas voir, l'anecdote est assez rigolote. C'est que Clive Barker, eh ben, il est aux États-Unis, donc du coup, bah, son magnétoscope, il est NTSC, et les VHS sont en pâle. Donc, ceux qui savent, connaissent, hein, savent de quoi on parle. Ouais. Donc du coup, il dit, putain, je peux pas les lire, Russell, je te fais le dialogue de l'époque, vas-y, récupère ça et dis-moi ce que c'est. Et Russell, il a plus qu'une demi-gaule quand il récupère les VHS, parce qu'il voit en fait tous les workprints, toutes les versions intermédiaires du légendaire Cabal qu'avait fait, dont avait parlé en fait Clive Barker, et il se lance tranquillement dans son coin, parce que le mec est enseignant dans le cinéma, et il récupère des étudiants, bah, tu sais, on connaît un peu, tu sais, on appelle ça les alternants aujourd'hui, c'est des gens qu'on paye pas, entre guillemets, ou mal. Et donc du coup, il fait bosser, et à partir de la VHS, il sort un cut qui est ce qui est, hein. Donc en SD, à partir de la VHS, il reprend la musique, parce qu'on n'en a pas parlé, musique de Danny Elfman, compositeur attitré de Tim Burton. Donc ils récupèrent le score, ils refont le truc, ils refont le mixage, ils contactent même Doug Bradley pour lui dire de refaire du speak, donc ils contactent pas mal d'acteurs pour respiquer, et, écoute-moi bien, ils envoient ça à Clive Barker. Surprise. Donc le mec est en folie, etc. Et ce cut, en fait, il fait le tour des festivals, notamment le PIF en France. Voilà. Et suite à l'engouement de ce truc-là, et ben chez Morgan Creek, on se dit que bah, finalement, on pourrait se faire un peu de blé avec un film bah, qu'on a déjà. Et comme par magie, donc imagine-toi Morgan Creek qui prennent une petite voiturette de golf, qui vont dans le hangar des aventuriers de l'Arche perdue, ils ouvrent une caisse, et là, qu'est-ce qu'ils trouvent? Et ben les mêmes rushs, mais du coup en 2K, donc potentiellement en HD. C'est pas top ça? Comme histoire? Alors qu'ils avaient perdu avant, tu vois? Mais là, ils ont retrouvé. Voilà. Donc, ils contactent Scream Factory, qui du coup feront une version HD, non pas du Cabal Cut, hein, parce qu'il faut pas trop en demander, mais pour la version initiale, voilà, du Director's Cut. Je pense que c'est lié à des contrats. Et donc, on se retrouve avec 3 versions du film.
à ce moment-là, en 2014. Et du coup, Scream Factory, comme c'est un éditeur américain à l'image de SC, hein, bah, du coup, ils mettent en vente ce master avec l'accord de Morgan Creek, et c'est comme ça que SC a récupéré en fait le master, et qui est exploité un petit peu partout dans le monde, hein, à travers les pays, à travers différents éditeurs, et c'est cette version-là qu'on a. Et entre-temps, Russell Sherrington, il se démerde pour récupérer, parce que le mec il est toujours en train de charbonner, hein, pour récupérer les mêmes sources en HD, donc il met à jour en fait son Cabal Cut en HD, et puis il y va franco. Et puis, il rajoute plein de rushs. Et on arrive à un truc de 3h19, bordel. Je sais pas si t'imagines, toi, le truc. Donc, c'est pas Clive Barker qui est derrière le remontage de tout ça. Alors, lui, il est À plutôt l'origine, spectateur, si je comprends bien. à l'origine, non. Mais Ouais. du coup, comme c'est un des ayants droit, il va adouber et le Cabal Cut dans un premier temps et le Director's Cut. Et c'est pour ça que, tu vois, sur la galette, sur les multiples galettes du coffret ESC, on va le retrouver au commentaire audio avec son associé Mark Miller. Et il va vraiment enrober en fait toute cette version. Donc pour lui aujourd'hui, Cabal réexiste et existe pleinement avec la Director's Cut, voilà, que SC a édité. Et j'ai envie de te dire, le Cabal Cut, c'est la cerise sur le gâteau. Et tu vois, c'est ce qu'avait remonté, parce que tu vois, dans les amateurs de nouvelles éditions, tout ça, c'est un petit microcosme, et pas mal avait râlé à l'époque, en 2019, quand ESC a édité cette galette-là, qui n'est pas le Cabal Cut dessus. Mais moi, je pense que c'est une question de droit. C'est pas Clive Barker qui bloque, je pense que c'est Morgan Creek qui bloque à ce niveau-là pour le Cabal Cut et l'Ultimate Cabal Cut qui sont exploités en festival, hein, ceux-là. Donc, Ouais. mais qu'on n'a pas Ouais, sur Galette. En tout j'allais cas, te demander, ouais, j'allais te demander où est-ce qu'ils étaient visibles. Ouais, ça circule sur des événementiels alors. ouais, en même temps, j'ai envie de te dire, je sais pas si je suis prêt, moi, à avoir 3h20 de cabane. Bah, je te le dis honnêtement. En C'est fait, pas méchant, hein, mais c'est la vraie question. Ouais. voilà, la vraie question, elle est là, parce que dans le genre truc fou, quand j'ai chroniqué... alors, attends, j'essaye de me... Putain, ce Vandal, je perds le... Cyborg. Cyborg, dans l'édition ESC, Albert Pune, il a fait une espèce de montage de fou furieux, là. Je sais pas si tu l'as déjà vu, Cyborg? Ouais, il y a longtemps, mais j'en suis resté là. Bon, Mais je peux être tu vois le curieux, genre hein, de c'est... camelote que Ouais, ouais, c'est. ouais, ouais, Tu ouais. vois le genre de camelote que c'est. Donc bon, voilà. Hein. Donc le mec, On n'est pas loin de Ken le survivant quand même, hein. oui, et toujours sans le sou, hein. Et tu passes d'un truc d'1h30 à pas loin de 2h30. J'ai regardé le bordel. Oh, ça part dans les tours, il y a de la voix off, il y a des cartons animés, le mec s'est fait plaisir. Et j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que je me suis dit, bah en fait, enfin, ça va trop loin, quoi. Mais Tu non, vois ce que je veux te dire? c'est ton menu XL, t'as les yeux plus gros que le ventre, et c'est comme Canal, ouais, 2 heures, ça suffit, quoi. 2 heures, c'est déjà... 2 heures, je trouve que c'est déjà très très bien. Ça permet d'avoir une meilleure appréhension du film. Je t'avoue que le Cabal Cut de 2h25, je l'aurais pu, mais alors là, 3h20, enfin c'est bon quoi. Enfin tu vois, j'ai l'impression que je m'attaquerai à Avatar 2, tu vois ce que je veux te dire, avec Mm, une mm, heure mm. de baleine sous l'eau. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il en faut pour tout le monde. Tu vois, quand tu parlais des défenseurs du film, des aficionados de ce truc-là, bah ouais, ouais, je pense que c'est fait pour eux. Moi, je pense que, tu vois, si on devait conclure sur un truc, je pense que le 2 heures, voilà, ce film méritait de réexister euh, de cette manière-là. Et tu vois, c'est le genre de discours aussi qu'on peut avoir. Tu vois, par exemple, le Snyder Cut sur Justice League. Ouais, il y a 4 heures. Bon, c'est carrément mieux. T'as envie de dire à Zach, t'as envie de dire, mec, vous pouvez faire peut-être 3 heures. 3 heures déjà, c'est pas mal. Donc, Ouais, fais ton bah, truc qui frôle les 4 heures. ça participe à l'aura des trucs. Ça sent un peu la boulimie, tu vois, quand même. Et en effet, après, bon, bah, t'y vas pas, mais tu peux pas y aller d'un coup. Si tu vas vers des trucs comme ça. Moi, du coup, tu vois, tout ce que tu dis, ça me refait penser à mon gamin. Il a 12 ans, il s'est tapé 2 heures de cabale. C'est beau, hein. Ouais, mania, ouais, respect total. C'est beau, hein. Et il Ben, s'en est pas, franchement, on a... et il a réussi à me dire, non, non, c'était bien, hein. Euh, Non, mais voilà, 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 voilà. Parce qu'avec Septième Dimension, on milite pour d'autres choses aussi. On milite pour une meilleure éducation. Vous entendez ce retour? C'est beau.
Moi, ça me. Tu vois, moi, je vais te faire un autre retour. Eh ben, je vais la citer, ça lui fera du bien, tiens. Et avant d'enregistrer, moi, j'ai ma compagne qui passe comme ça. Et écoute-moi bien, je te fais la remarque. Elle me fait: Ah, c'est ce film-là que tu vas traiter, t'es rien de Elle fait: Putain, ça a l'air gaze, hein. Voilà. Tu vois? Fallait le Ouais, citer. ouais, ouais, mais bon, faut assumer. Voilà, et t'imagines si je lui dis, tu sais quoi? Tu sais quoi, chérie? J'ai récupéré l'Ultimate Cabal Cut. Et ben, on est parti pour 3h20. Voilà, c'est un peu le, le Avatar 2 de Clive Barker. Tu vas voir, c'est top. Ouais. On annule le week-end à Biarritz. On reste à la Voilà, maison. exactement. Et on se fait toutes les versions. On en a pour une journée complète. Voilà. Et il y aura un questionnaire et un quiz pour savoir si Ouais. tu as relevé les différences, etc. Donc, donc voilà. En tout cas, on peut se dire que on vit quand même une époque formidable, hein, on va pas se mentir. Moi, j'aurais jamais pensé, tu vois, voir cette version. Et il y a de plus en plus de versions comme ça qui sortent en Director's Cut. Je le redis, je veux Hellraiser 4 en Director's Cut, je veux voir ce truc, je veux le voir. Voilà, je n'aurai pas de répit ni de repos tant que j'aurai pas vu cette version. Donc, c'est quand même assez cool. Au niveau du travail éditorial, bon, là, honnêtement, le packaging est top sur cette version. Donc, franchement, il n'y a rien à dire, c'est toute beauté. On a un livret de 24 pages, et je te le donne en mille. Qui a fait le livret? Mark Toulek. Voilà, donc notre desperado des livrets. Ouais, Donc, ouais. voilà, 24 L'homme pages. l'homme inépuisable. L'homme inépuisable. Donc j'espère, Marc, si tu nous écoutes, j'espère que tu nous écoutes, je veux un livret sur la future édition d'Hellraiser 4. Je veux tout Ouais. savoir. Même ce que je ne sais pas encore. Voilà, je veux tout. Donc, le livret de 24 pages, c'est top. Un making-of qui est pas loin des 2 heures, qui s'appelle Tribes of the Moon. Voilà, donc avec tous les intervenants, on a tout le monde. Voilà, c'est bien cadré, c'est shooté. Tu sens la prod américaine, hein, donc ça, c'est financé par Scream Factory, donc ça, c'est plutôt cool. Et après, bien entendu, nous avons toute une équipe qui est des habitués, en fait, de SC, qui sont d'anciens chroniqueurs chez MAD, notamment Julien Cévéon, et Christophe Folzer aussi qui interviennent pour ajouter un petit peu des infos. Et aussi, parce qu'on n'a pas parlé, on a le commentaire audio de Clive Barker et Mark Miller, mais surtout, on a un truc qui est très rare, c'est-à-dire que on a un petit point sur le montage par l'un des meilleurs monteurs de cette époque-là, qui est Mark Goldblatt. Est-ce que ce nom te dit quelque chose, Cédric? Non, mais vu le film, je me dis qu'il a inventé le burn-out forcément à la fin du bordel. T'es pas prêt. Mark Goldblatt, écoute-moi bien, à 7ème dimension, je peux lui ériger une statue. Au même titre que le réalisateur de Commando, tu vois, Mark Lester. Ouais, Tu vois, il y ouais. a Mark. Quand il y a Mark dedans, tu peux être sûr qu'il y a de la qualité, avec un grand K. Donc, Mark Goldblatt, il a réalisé 2 pépites, 2 seuls films à son actif qui ont été des bides. Déjà, il a réalisé la meilleure adaptation ever d'un comics, qui est le Punisher avec Dolph Lundgren. Rien que pour ça, tu vois, rien que pour ça, il aura mon respect éternel, tu vois. Donc, Dolph Lundgren, Louis Gossett Jr., un film épique. Voilà. Donc, qui sera un jour dans la vérif, bien entendu. Donc, et il a fait aussi un autre chef-d'œuvre du cinéma qui est Flic ou Zombie, Oh avec Treat putain. Williams, Treat Williams et Paul Biscotto, qui est top. Voilà. Flic ou Zombie. Alors, Donc, je veux réagir à Flic ou Zombie quand tu me laisseras un petit espace pour ça. ah mais il n'y a pas de souci, mais tu sais quoi, prépare-toi, parce que moi, dans ma vérif, je l'ai récupéré en nouveau master, donc prépare-toi bien. Donc, il y aura Flic ou Zombie. Flic ou Donc, Zombie, c'est le film que j'ai regardé 2 heures avant ma communion solennelle. mais parce que c'est ce qu'il faut faire avant de communier avec le Seigneur. Eh Ça ben oui, devrait ouais. être. Vous sentez que Cédric, il a des bons outils éducatifs. Vous voyez? Cabale pour son fils et pour lui-même avoir une communion, un petit flic ou zombie là, ça met l'ambiance un peu. Voilà. Tu vois, flic ou zombie, c'était top, c'était paradin, c'est du cinéma comme on l'aime. Et Ouais. donc, hormis faire ces 2 chefs-d'œuvre, parce que le mec est connu comme étant un monteur hors pair, c'est quand même le monteur attitré de James Cameron à l'époque, hein. On lui doit Terminator 2, mon pote, hein. Donc Ah, voilà, putain. c'est pas. Voilà, tu vois, pour reciter ma compagne, il est pas gaze, hein, le type, hein. Ouais. Et du coup, ce qu'il faut savoir, parce que tout à l'heure tu disais, ça a dû être un bordel pour le monteur, bah, il y a eu un premier monteur et il a démissionné. Voilà. Tu vois? Voilà.
Voilà, donc je te donne l'info. Donc c'est-à-dire, quand le studio est arrivé et a dit, bon alors les gars, on va re-shooter. Vos histoires de monstres, c'est bien joli, mais on s'en tamponne. Nous, ce qu'on veut, c'est du serial killer et machin. Le mec a eu tellement d'empathie pour Clive Barker qu'il s'est barré. Voilà. Et donc, du coup, c'est Mark Goldblatt qui a repris les rênes et qui y a été un peu à tâtons, tu vois. Mais bon, Mm. t'as quand même le monteur de Terminator, hein. Donc t'as compris. Tu comprends un peu aussi des fois pourquoi les personnages se téléportent d'un plan à un autre. Le mec qui a un sabre, il rigole pas, tu vois ce que je veux te dire. Le Ouais, mec sort du champ, il coupe, tu ouais, vois. ouais. Et ben, c'est peut-être ça c'est peut-être ça que Boone, tu sais, tout à l'heure, tu te demandais, mais qu'est-ce qu'il est en train de brûler quand il est en plein trip hallucinogène chez lui? C'est peut-être le montage qu'il a fait, le mec. Il en peut plus, quoi. Ah mais oui, non mais c'est top. Alors après, tu vois, je m'en veux toujours un petit peu parce que je me dis, on aurait pu dire beaucoup plus de choses, mais je pense qu'en l'état, vous avez senti la bonne humeur, voilà, donc liée à ce film. Euh, Dans l'héritage, parce qu'il faut toujours en parler, tu vois, en fin de vérif, on parle de ça, l'héritage. Il est multiple, parce que je crois bien, honnêtement, je cite Del Toro, je suis certain que s'il n'y a pas ce film, il n'y a pas une imagerie comme ça chez Del Toro, c'est obligatoire. Tu vois, son Nightmare Alley, Bah, il et- pue cabale à plein nez, quoi, tu vois. bah, bien sûr, il est magnifique. Alors moi, je suis pas très... Del Toro, j'aime bien l'univers, tu vois. J'arrive pas à apprécier les films comme beaucoup d'autres personnes, mais le Nightmare Alley, ouais, magnifique. Et grand film de Fricks, justement. Voilà, donc tu vois, t'as toute cette influence-là. Et on a tendance à l'oublier, parce qu'à septième dimension, on est là pour faire le taf. C'est qu'il y a aussi un autre descendant un peu plus flingué du Cabal qui est sorti en 93 et qui était le Freaked, donc comme Freaks, mais avec ED à la fin, d'Alex Winter. Et Alex Winter, vous savez quoi? C'est le Bill de Bill and Ted. Voilà, donc cet acteur insupportable qui est dans les Bill and Ted. Et je vous le dis au passage aussi, si vous croyez y échapper, les Bill and Ted sont prévus, hein. Et on va se faire plaisir, hein, parce qu'il y a une trilogie, hein. Donc on n'est pas là pour rigoler ici, hein. Voilà, donc j'annonce un peu 2025, je veux dire, Trump est repassé au pouvoir. 2025, on y va, hein. Il y a du Bill and Ted, il y a du flic ou zombie, c'est la débandade, hein, tu vois. Donc à un moment donné, tout part en couille. Donc nous aussi, il faut qu'on y aille, hein. Il faut qu'on sorte l'artillerie, en fait, hein, tu vois. Donc, tu vois, je mets un peu de politique à l'intérieur, tu sais, c'est toujours bon, Mais tu vois. t'as raison, mais c'est ça, Trump, c'est du Fricks, mais c'est pas Voilà. du gentil, c'est pas, Ah, il y a de la perruque, c'est hein. pas ce qu'il Tu nous sens faut, quoi. que... Voilà, tu sens qu'il y a de la, il y a de la perruque, hein. Ouais. Donc voilà, bah écoute, moi j'ai pris encore une nouvelle fois du plaisir à échanger avec toi là-dessus. J'ai envie de te dire, t'es presque obligé de faire l'heure du jeune, hein. Donc, le mec, il est pieds et mains liés, tu sais, il a Ouais. plus de vie en fait. Il a eu le Ouais. malheur de participer à un épisode, ça y est, c'est foutu. Tu m'as mis sur la piste de Barker. C'était pas une piste que je fréquentais beaucoup. Tu m'as fait plaisir avec Hellraiser. Tu m'as refait plaisir avec Cabal, faut bien l'avouer. Et puis, le petit bonus, c'est de l'avoir partagé avec mon gamin. Et lors de The Illusion, bah, je l'ai commandé parce que moi, ça m'a rendu curieux, tout ça. Il fallait que j'envoie tout ça. Donc, il est là, il est prêt, il est au chaud. Et si tu veux, on y va. Mais écoute, j'ai envie de te dire, je pense que ton fils ne demande que ça, c'est saigner des yeux en voyant des débuts de CGI dans Lord of Illusion, tu vas voir, c'est que du bonheur. Ça va ça va te rappeler des grands moments. Donc voilà, et le rendez-vous est pris à ce niveau-là. Donc en termes de ligne éditoriale, de toute manière, humainement, ça ne sera pas possible de vous fournir ça pour les fêtes, parce que de toute manière, vous ne nous donnez pas d'argent. Donc à partir de là, ben, on va pas vous faire plaisir, hein, parce que c'est trop facile, hein. Sinon, ça ne marche pas comme ça, la vie. Donc non, globalement, on va se faire ce petit plaisir, voilà, un entre nous. Attends, un entre-soi. Voilà, donc pour cet épisode de la fin décembre, et on se retrouvera en janvier pour les plaisirs barkeriens. Ben, les derniers plaisirs, parce que le mec, tu vois, il C'est va la pas fin. prendre des bides sur des bides toute sa vie, hein. Au bout d'un moment, il va se dire, bon, les gars, ça suffit un peu. Mais tenace, hein, quand même, hein, parce que bon, Ouais. Lord of Legion, ça arrive, bon, tu sens qu'il accuse un peu le coup, ça arrive 5 heures après, mais ça arrive quand même. Donc nous parlerons d'Harry d'amour, donc de Scott Bakula, hein. Moi, ça me fait plaisir de reparler de Code Quantum. Voilà, parce que j'ai découvert récemment, mais je ne savais pas, qu'il y avait un Code Quantum. Ils avaient refait Code Quantum. Sacrilège. Donc voilà, d'avoir refait ça, mais
nous ne traitons pas des séries télé, pas encore. En tout cas, Cédric, c'est toujours un plaisir. Et j'ai envie de te dire, eh ben, tu sais, tu commences à le comprendre, l'habitude ici, ben, c'est le cinéma de genre, bordel. Eh ben, merci pour votre écoute. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.